Nous sommes le jeudi 4 juin 2026 et vous écoutez le 11e épisode de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, nous allons questionner un mythe, un pilier, un commandement même de la photographie, la quête du fameux instant décisif. Qu'est-ce que l'instant décisif? D'où provient cette notion? Comment réussir à le saisir? Et est-ce qu'il a encore du sens en 2026? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos deux invités, la photographe Lily Rowe et la journaliste spécialisée Pascale Brites. Cette émission vous est présentée par les appareils photo hybrides Fujifilm Série X où la technologie se met au service de l'instant décisif. Eh ben c'est parti, 11e épisode, déjà 11e de cette 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin? Salut Arthur, écoute, ça va bien, un peu triste toujours à l'approche des fins de Pourquoi? saison. Ça va, il en reste encore 2. Je pense qu'il faut vraiment savourer chaque instant. Oh là, d'accord, je vois où tu vas. C'est pas du tout préparé, pas du tout. Avec nos deux invités, bonjour Pascal, bonjour Lily. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs et je vais commencer par toi, Pascal. Tu es donc journaliste spécialisée indépendante depuis près de 20 ans. Tu collabores ou as collaboré avec la majorité des médias spécialisés papier et web en France, comme par exemple Réponse Photo, Profession Photographe, Compétences Photo ou encore Cinet France. Tu enseignes également à l'EFE de Paris depuis 7 ans un cours d'optique et de technologie des systèmes photographiques. Tu signes ou co-signes plusieurs ouvrages dédiés à la pratique de la photographie, notamment aux éditions Erol, et ton prochain livre va voir le jour cet été et sera consacré au logiciel Lightroom classique. Tu as suivi une formation complète en passant par un BTS photo au lycée Auguste Renoir et enfin l'ENS Louis Lumière. Est-ce que tout est juste, Pascal? Tout est juste et très complet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet ouvrage qui va voir le jour fin août? Alors, je vais commencer les relectures la semaine prochaine, donc ça a bien pris forme. Il va parler essentiellement de Lightroom classique. Ouais. Parce qu'il y a deux logiciels, il y a Lightroom et Lightroom classique. C'est ça, et en fait, tu as la partie Lightroom qui est... Enfin, les appellations sont devenues un peu compliquées, mais qu'on peut appeler Lightroom multiplateforme, puisqu'il correspond à la version que tu vas mettre sur une tablette, sur un smartphone, et que tu peux aussi installer sur un poste de travail. Et Lightroom classique, qui est la version que tu mets uniquement sur un ordinateur. Qu'on connaît tous, quoi. Voilà, qui est en fait, qui était le historique. Ouais. Ou qu'on a connu. C'est ça, et qui reste en fait la partie logicielle la plus adaptée à une très grosse production d'images. Et c'est pour ça qu'on a choisi de traiter plutôt de Lightroom classique, puisque les personnes qui font beaucoup de photos et qui cherchent à se former sur le logiciel, et c'est aussi le plus complet en termes d'outils. Et ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de livre en fait sur Lightroom. C'est l'éditeur qui est venu vers moi parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes, et c'est suite au salon de la photo l'année dernière où ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'ils n'avaient plus grand chose à offrir, qu'on a décidé de se lancer dans cet ouvrage. Super. Et un petit mot sur le format du coup de l'ouvrage. Tu as une idée du nombre de pages, du prix éventuellement? C'est le moment pub. 260 pages, je crois. Et à peu près entre 25 et 30 euros le livre. Alors après, c'est l'éditeur qui prend la suite sur ce genre de choses. Donc, ce sont les prévisions. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que ça a encore du sens de sortir un ouvrage papier de nos jours où finalement on peut poser la moindre question à une intelligence artificielle et on peut trouver 2 milliards de tutos sur YouTube? Alors, on trouve des milliards de tutos, assez peu qui accompagnent l'utilisateur de A à Z et dans la logique du flux de travail. Et c'est vraiment l'angle qu'on a pris sur le livre, c'est de venir expliquer aux gens, au-delà des outils du logiciel, quelle méthode il faut avoir pour ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'on peut passer des heures et des heures et des heures sur son ordinateur, et souvent, ce qu'on préfère, c'est faire des prises de vue. Et donc là, l'idée, c'est d'être méthodique. Et pourquoi un ouvrage papier? Parce que
déjà parce que moi je fais confiance à l'éditeur pour connaître son métier et savoir ce qui fonctionne. Et sur ce genre d'outils, les gens aiment bien encore ouvrir un livre pour regarder leur logiciel à côté et pouvoir pratiquer en même temps qu'ils ont l'explication à côté. Et si tu regardes un tuto YouTube ou que tu as un truc affiché sur ton ordinateur, changer de fenêtre, c'est pas aussi agréable en fait. Et puis t'as pas de pub dans un ouvrage papier en plus. Il n'y a pas de pub, effectivement. Trop de pub sur YouTube, c'est clair. Mais vive le papier, c'est bien. Comment il va s'appeler ? Lightroom Classic, maîtriser le flux de travail du photographe. Parfait, aux éditions Erol et donc disponible pour la prochaine édition du Salon de la Photo à la rentrée. Et de la vidéo. Et de la vidéo, pardon. Il va falloir que je m'habitue à ça, hein. Je suis pas encore faut qu'on s'habitue tous. Moi, je me le répète avant de dormir, c'est bon. Prêt sur ce changement radical de positionnement. Bref, Lily, à ton tour, tu as plusieurs casquettes. Tu te définis comme une véritable creative maker. Tu es photographe, mais aussi réalisatrice, directrice de la photographie, éditrice et scénariste. Tu as fondé Raw Art and Sport Studio et tu travailles en grande partie dans le domaine du sport avec des athlètes, des équipementiers ou sur des événements. Tu es la fondatrice de l'Institut de la performance féminine dédié à l'égalité de genre dans le sport, la santé et la recherche en sciences du sport qui propose notamment le podcast Sport Talk. Enfin, tu es également ambassadrice Fujifilm. Pareil, est-ce que c'est complet et juste ? C'est complet et c'est toujours très étrange d'avoir espèce de condensé de ce qu'on fait. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Ouais, ça fait peur. Mais comment tu arrives à avoir ces 12 métiers différents en parallèle, en fait ? TDAH. Tu es la même personne. Tu n'es pas une IA démultipliée. Il paraît qu'on a vu la même personne dans la même pièce. Et tu peux nous dire un mot sur ton podcast Sport Talk, notamment ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé ça l'année dernière. C'est très intéressant, mais c'est très complexe aussi, le son. Je m'y forme toute seule avec les intelligences artificielles, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est d'accueillir, en tout cas de mettre en avant les athlètes féminines et les chercheuses en sciences du sport, parce qu'on manque cruellement de data sur les femmes athlètes. On manque cruellement de data sur les femmes athlètes, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi des différences de traitement, à la fois en termes de santé, mais aussi en termes de gestion de la performance, de l'entraînement, et aussi de stéréotypes. Et Hugo Clément l'aborde des fois dans son podcast Safe Pace sur les sports d'endurance. Il parle beaucoup de ces problématiques-là, c'est hyper intéressant. Toi, c'est un focus sur des sports en particulier ou c'est très général ? Et très bon podcast d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. Pas nécessairement, non. Disons que moi, j'ai le biais que je suis spécialisée en sport d'action extrême et d'aventure. Donc c'est vrai que c'est des sports qui me plaisent beaucoup, mais j'essaye d'englober un petit peu tous les sports, même les sports collectifs qui sont aussi très intéressants dans la façon dont les femmes athlètes peuvent interagir, se soutenir, la sororité, etc. Super. Allez, on attaque comme d'habitude notre émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Laowa lance un Zoom Fisheye APS-C. Baptiste Soto nous offre une petite sélection de produits de saison et Canon publie une pluie de mises à jour de firmware. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien chinois Laowa lance un nouvel objectif original à destination des hybrides équipés de capteurs APS-C. Il s'agit d'un zoom ultra grand angle fisheye 4,5-10 mm, équivalent donc à un 6,75 15 mm. Il peut donc délivrer des images complètement sphériques en position grand angle et plein cadre au 10 mm. L'objectif est lumineux et offre une ouverture constante f2.8 associée à un diaphragme à 7 lamelles. Il s'appuie sur une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes avec 3 éléments ED et 1 élément HR. La distance minimale de mise au point est de 10 cm et le rapport de grossissement maximal de 0,27 fois. Il bénéficie d'une construction métal avec bac de diaphragme. Son poids est de 338 grammes pour un encombrement contenu avec moins de 7 cm de long. Attention, la lentille frontale est embobée, il est impossible d'utiliser des filtres traditionnels à visser sur le devant de l'objectif. L'objectif étant dépourvu d'autofocus, il est décliné dans de nombreuses montures comme Sony E, Nikon Z, Canon RF, EFM, Fujifilm X, L-mount et micro 4/3. Le Laowa CF 4,5-10 mm f2.8 Fisheye Zoom sera disponible dès le mois de juin et proposé au prix de 479 €.
Cette semaine, pas de coup de cœur Fox. Baptiste Soto nous propose à la place une sélection de produits de saison, puisqu'il nous explique ce qu'il s'offre à nous si l'on souhaite se lancer dans la photo sous-marine cet été. Alors, l'été approche et c'est légitimement qu'on peut maintenant se poser la question des appareils étanches ou on peut dire renforcés qui permettent de s'adonner à des activités en plein air un peu plus rugueuses tout en faisant des photos sans craindre pour son matériel puisque évidemment ça fait toujours peur à tout le monde que le matériel souffre de l'humidité ou de l'eau. Il y a plusieurs usages et en fait on trouve des catégories de produits qui répondent à chacun des usages. L'usage le plus courant, l'usage qu'on peut dire familial, consiste à vouloir un appareil un peu robuste, un peu résistant, notamment pour que les enfants puissent jouer avec, s'amuser, s'éclater, se baigner en faisant les clowns dans la mer ou dans la piscine, sans risquer d'abîmer ou des téléphones portables ou des appareils photo. Ils peuvent sauter dans la mer, sauter dans la piscine, ils peuvent aller faire du canoë, des excursions sous la pluie. Les appareils vont tenir le choc, et ça sans que ce soit des budgets qui explosent. L'appareil le plus courant qu'on va retrouver dans cette gamme, c'est un petit appareil Kodak qui s'appelle WPZ2, qui est un compact étanche jusqu'à 15 mètres, donc il y a de quoi faire venir, résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres, avec un capteur 16 millions, un zoom 5 fois avec une focale de 27-108. Il est petit, compact, proposé à un prix très accessible de 179 €, proposé en 5 coloris, donc bleu, jaune, rouge, orange ou blanc. Donc c'est un produit très pratique et familial. Attention juste, pour les usages en milieu marin, je recommande d'éviter le bleu parce que si jamais vous le faites tomber dans l'eau, il sera plus difficile à retrouver. Pour le second usage, qui est un petit peu plus sportif, là, on va basculer très facilement sur les caméras embarquées qui sont clairement parées pour l'aventure. On a tous connu la grande époque de GoPro. Alors maintenant, les fabricants chinois Insta360 et DJI ont clairement pris le dessus sur les appareils avec des produits ultra compacts et qui ont un avantage notable d'une ergonomie qui est très très forte sur ces produits-là. Les applications livrées sont hyper simples, on va pouvoir faire du montage hyper facilement sans passer par un ordinateur. Par rapport à ce qu'on a connu auparavant sur les caméras embarquées, c'est beaucoup mieux. Le produit phare actuellement dans cette catégorie, c'est la DJI Osmo Action 6, qui est le phare de la gamme. On est sur un capteur qui est très proche d'un pouce, donc comme sur des compacts experts, qui va permettre de faire de la vidéo Ultra HD 4K ou de la 4K 120 images secondes. Donc là, on se parle de slow motion, de vidéo au ralenti. Et dans à peine 150 grammes, on va avoir une caméra embarquée avec 50 gigas de mémoire interne qui va permettre jusqu'à faire 4 heures de vidéo en 4K, tout en permettant de plonger jusqu'à 20 mètres de profondeur. Donc là, on a vraiment le produit top. La stabilisation et l'ouverture sont exemplaires. On peut faire des vidéos au top dans toutes les conditions. Alors selon les packs, en plus, c'est pas un budget qui explose puisque l'Osmo Action 6 de DJI est proposé dans une fourchette de prix entre 400 et 550 € selon les kits. Après, il y a un troisième usage, plus technique, qui est celui de la plongée, où là, on va aborder the produit de plongée qui depuis toujours est vraiment l'inébranlable, qui est l'OM System TG7. On a connu un TG1, TG2, TG3, etc. On est à la 7e génération. C'est clairement l'appareil de référence de tous les plongeurs, alors, hors caisson étanche, qui, en plus de ces caractéristiques, bénéficie d'un panel d'accessoires qui vont vous permettre de glorifier vos images sous-marines. Et c'est unique parce que tous les autres appareils qui permettent de faire de la plongée n'ont pas tout ce parc d'accessoires. Il est équipé d'un capteur BSI CMOS, donc très lumineux de 12 millions, d'une optique 25-100 mm qui ouvre à f2.8-4.9. C'est pas la peine d'avoir des téléobjectifs sous l'eau, hein. Il gère de la vidéo 4K en 30 images secondes avec un mode de gestion des balances de blanc qui est optimisé pour retrouver les couleurs fidèles même quand on est sous l'eau. Et il reste très compact, puisqu'avec 250 grammes, on peut facilement l'avoir sur un mousqueton, à la ceinture, très facilement. Il est étanche jusqu'à 15 mètres, il peut chuter de 2 mètres sans sourciller. Et le GPS intégré, ça c'est très intéressant, va permettre de conserver un tracking géographique de toutes vos photos et vidéos. Et vous allez pouvoir retrouver, par exemple, où est-ce que vous avez vu tel poisson ou tel animal. Vous aurez le repérage GPS. Alors, comme je le disais, il va faire la différence avec son univers d'accessoires. Et là, c'est très large. Des caissons étanches pour aller jusqu'à 45 mètres, des dragons flottantes, des éclairages circulaires de LED pour faire de la macro, typiquement pour photographier des coraux, par exemple, ou des oursins, des compléments optiques fisheye ou téléconvertisseurs, des diffuseurs de flash,
de la télécommande. Vraiment, on a tout un univers très, très large d'accessoires qui va permettre de travailler dans tout le confort. Et ça va transformer votre expérience de la photo sous-marine, c'est très agréable. Et tout ça pour un budget qui reste assez humble, puisqu'il est proposé aux alentours de 500 €, donc on reste sur les mêmes types de budgets que pour les caméras embarquées. Et sur ce, n'oubliez pas vos maillots de bain et la crème solaire. Pour terminer, Canon vient de mettre à disposition de nombreuses mises à jour de firmware pour une grande majorité de ses boîtiers. Parmi les nouveautés majeures, on peut citer par exemple l'arrivée d'un mode sport conçu pour le foot américain sur les R1 et R5 II. L'appareil est donc désormais capable de détecter le porteur du ballon et d'ajuster la mise au point sur lui en continu au niveau de son visage. L'EOS R5 II se voit également doté de la fonction Dual Pixel RAW qui permet d'étendre encore plus les possibilités de retouche des photos avec le logiciel de développement maison Digital Photo Professional. Concrètement, pour chaque prise de vue, le boîtier enregistre 2 images distinctes en exploitant 1 pixel sur 2 du capteur. On obtient donc dans le fichier, avec une information en profondeur, qui ouvre la porte à de micros-ajustements en post-production, comme la mise au point, la position de la zone de netteté et la réduction du flair et des images fantômes. Au-delà de ces 2 évolutions, on peut aussi citer en vidéo l'arrivée d'un mode fausse couleur, d'un quadrillage, d'un niveau électronique. Il est aussi désormais possible d'assigner la fonction pré-déclenchement à un bouton personnalisé. Toutes ces mises à jour sont gratuites et accessibles depuis le site de Canon. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. On sent quand même que la grosse vague de nouveautés commence un petit peu à se tasser. On va revenir justement un peu là sur cette semaine folle où on a vu arriver le Sony A7R6, le Lumix L10, le Canon EOS R6V. Pascal, c'était fou cette semaine-là. Alors c'est vrai qu'en plus on se disait il n'y a pas grand-chose, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose et tout arrive le même jour. Je sais pas ce qui se passe au Japon là, si il y a quand même parfois des calendriers un peu surprenants. Et c'est intéressant parce que c'est 3 produits qui ciblent pas du tout les mêmes personnes. Donc c'est d'autant plus réjouissant de pas sentir des affrontements directs et de se questionner aussi sur le marché. Je vois par exemple pour le L10, moi, je trouve ça assez bien qu'il y ait des gens qui reviennent un petit peu sur le compact, même si on peut dire c'est du compact haut de gamme, c'est cher, etc. De toute façon, enfin, on a parlé un petit peu d'un petit Kodak. Il reste quelques produits vraiment d'entrée de gamme, mais les gens qui viennent acheter un appareil photo ont des exigences et sinon ils ont un smartphone. Donc, je pense qu'on en parlera aussi à la fin de l'émission justement des technologies de smartphone, mais donc de toute façon, c'est évident qu'il y a une montée en gamme sur ce matériel, et je pense pas que ce soit que des questions de qualité d'image ou de prix qui fassent qu'on cherche un compact. Moi, ce qui me réjouit, c'est le petit appareil qui tient dans le sac et voilà. On n'a pas forcément envie de prendre toujours son sac photo, tous ses objectifs, etc. Le R6V qui va venir compléter une gamme vidéo et qui est un boîtier qui est quand même assez intéressant, vraiment bien pensé, moi j'ai trouvé. Et la 7R6 avec cette super haute définition. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper complet dans les 3 annonces qui sont arrivées le même jour. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et puis il y a un point, on en parlait hors micro tout à l'heure, c'est l'ergonomie finalement. Mais ça, c'est un point différenciant aussi par rapport au smartphone. Et c'est vrai que le petit L10, alors pas si petit que ça d'ailleurs, parce qu'il a pris un peu d'embonpoint par rapport aux générations précédentes, c'est des appareils qui donnent envie. Il y a un petit peu de désir parce que l'objet est soigné, bien fini. Donc ça donne envie de le prendre en main et peut-être que ça donne même envie à des gens qui n'ont pas encore connu ou qui n'ont pas eu d'appareil photo entre les mains, qui sont un peu bridés par leur smartphone et qui ont envie de se mettre à la photo grâce à une ergonomie un petit peu soignée. Est-ce que toi, Lily, tu suis un petit peu, parce que nous, on est à fond dedans, on parle des tendances, peut-être qu'on parle chinois là, pour toi. Non, c'est pas chinois. Est-ce que ça te parle, tout ça, et est-ce que toi, tu es sensible à ces points-là? Je regarde de loin. Je suis pas forcément l'actualité au jour le jour, mais je regarde de loin. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on est, enfin, comme tu disais tout à l'heure, une fois qu'on est un petit peu dans sa méthode avec ses outils, on reste un petit peu. On va pas forcément chercher tout de suite l'innovation ou la dernière tendance. Et en termes d'outils, du coup, en tant qu'ambassadrice Fujifilm, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac photo? Alors, ça dépend des jours. Mais disons qu'il faut à la fois être agile dans la pratique de la photo que j'exerce et à la fois être agile et à la fois
pas avoir trop de matériel pour pas que ce soit trop lourd parce Mhm. que si on va par exemple en falaise, il y a une marge d'approche ou si on est en circuit, ben le circuit fait 4 km et on va faire 10 virages différents sur tout le circuit sous la pluie ou sous 35 degrés. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en considération. Généralement, en fonction du sport que je vais shooter, donc j'ai le XH2S qui est vraiment pensé pour les Pour sports. ça. Ouais, Ouais. exactement, qui est super. Et j'utilise par exemple en skate ou en BMX, je vais avoir l'objectif 8-16 Ok. qui est vraiment, Tu vraiment vois de super l'8, intéressant. qui est magnifique. Ouais, exactement. Ensuite, en falaise ou en run ou en portrait ou je vais plus être sur le 16-55 qui est super Ok. aussi. Et puis en moto, en sport mécanique ou en compétition vélo par exemple, je vais plus être sur le 150-600 qui est vraiment, vraiment top aussi. Beau setup. Benjamin, tu voulais évoquer aussi l'arrivée d'un nouvel album de RSF. Oui, concluons ce Flash Actu avec l'arrivée d'un nouvel album consacré au travail de Vincent Munier. Il y a déjà eu un album consacré à son travail, c'était le numéro 59. Alors c'est assez rare qu'un photographe ait droit à plusieurs albums. C'est le cas à nouveau. Cette fois-ci, c'est autour des forêts, sans surprise, puisqu'il y a eu son Oui. film Le Chant des forêts, auréolé de 2 Césars, dont donc c'était le César du meilleur documentaire, du meilleur son. Donc là, c'est sous la forme d'un album, comme savent si bien les faire RSF. Et en écho à cette sortie-là, il y aura une grande expo à la Gacilly, dans le Morbihan, à partir du 1er juin jusqu'au mois d'octobre. Signalons aussi des textes de qualité, dont celui d'Alexis Génie, qui est un écrivain, entre autres auteur de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, qui raconte la biographie de John Muir à l'origine de la création des parcs nationaux américains. Ok. Donc, rendez-vous en kiosque si vous n'avez pas participé aux préventes. Le coût, c'est 12,50 €. Parfait. On passe à la suite et c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu reviens sur le livre qui est à l'origine de la notion d'instant décisif, image à la sauvette, d'un certain Cartier-Bresson, paru pour la première fois en 1952. Pour cela, tu as échangé avec Clément Chéroux, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. La story vous est présentée cette semaine par les appareils photo hybrides Fujifilm série X, où la technologie se met au service de l'instant décisif. Clément Chéroux, en quoi ce livre, Image à la sauvette, est-il une bible pour les photographes, citation qui ouvre votre texte à la fin du livre, et que l'on doit à un certain Robert Capa? Alors effectivement, le livre Image à la sauvette, qui paraît en 1952, a été décrit par Capa, l'ami de Cartier-Bresson et cofondateur de l'agence Magnum, comme une bible pour les photographes. C'est effectivement un livre qui a beaucoup marqué, qui est aujourd'hui un des livres parmi les plus recherchés parmi les collectionneurs, ceux qui s'intéressent à la bibliophilie photographique. C'est un livre très, très recherché. Et c'est un livre qui a marqué d'abord parce qu'il retrace la carrière d'un des grands photographes du XXe siècle, et puis parce qu'il a posé de manière extrêmement claire, extrêmement limpide, cette notion d'instant décisif qui a été cruciale pendant tout le XXe siècle et qui l'est encore aujourd'hui. Alors on l'utilise beaucoup, cette expression d'instant décisif, comme vous le dites, alors qu'à l'origine, il s'agit plus de moment décisif. C'est ce qu'on comprend en vous lisant, un terme qui provient de la version américaine du livre intitulé The Decisive Moment. Et ça lui a collé à la peau à Cartier-Bresson, qui pourtant semblait, lui, réfuter la paternité de cette expression. Alors la carrière de Cartier-Bresson a été très longue. Il a photographié pendant presque 70 ans. Et il a souvent aussi évolué et changé de position. Quand il propose cette notion de moment décisif dans les années 52, à partir d'une citation du cardinal de Retz qu'il met en exergue de son texte, il y croit fermement et il pratique cette photographie du moment décisif déjà depuis les années 30, depuis l'achat de son premier Leica en 1932. Et en fait, c'est par la suite, avec le succès de ce mot, qui donc dans le livre apparaît sous la forme de moment décisif,
est traduit en anglais dans le titre anglais comme Decisive Moment et qui sera ensuite retraduit en français sous la notion d'instant décisif. C'est un parcours, c'est un cheminement historique que je retrace dans la postface de la réédition de l'ouvrage. Et c'est vrai qu'à la fin de sa carrière, le terme aura tellement été utilisé et galvaudé que Cartier-Bresson va plutôt s'en détacher un petit peu en disant que c'est pas lui qui a inventé cette notion. Pourtant, il est le premier à mettre un mot sur quelque chose qui est absolument central dans la photographie de rue, qui est cette idée qu'une photographie doit être faite à un instant T et pas à l'instant d'avant ni à l'instant d'après. Dans ce livre, il y a autre chose qui interpelle dès le départ, c'est quand même la couverture confectionnée par Henri Matisse avec de la gouache. C'est un peu déroutant et ça traduit pas forcément le contenu du livre. Il y a aussi le titre, Images à la sauvette, qui peut interpeller. Cartier-Bresson, il avait suggéré À pas de loup, qui faisait aussi écho à sa démarche en tant que photographe vis-à-vis de ses sujets. Pourquoi ce choix au final? Alors en fait, il a hésité entre plusieurs titres. On publie dans la postface de l'ouvrage une liste des titres potentiels. Il y en a, je crois, plus d'une vingtaine. Un document extraordinaire qui est conservé dans les archives de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il a hésité sur le titre et puis c'est en discutant avec son éditeur, Thériade, en parlant avec quelques amis que finalement il a retenu Images à la sauvette. Ça aurait pu être À pas de loup. Il y a plein d'autres titres, dont certains d'ailleurs sont pas toujours très heureux. Finalement, il a bien fait de choisir Images à la sauvette. Et je crois que c'est l'idée d'une photographie qui se fait discrètement. Il ne veut pas que sa présence vienne perturber les scènes qu'il observe et qu'il tente de saisir avec son appareil photographique dans leur instant décisif. C'est un titre qui marche assez bien pour décrire cette manière de photographier. Et je crois que au-delà du fait que ce livre marque l'importance de la notion d'instant décisif dans la photographie de cette époque. C'est aussi un livre qui a eu un grand succès grâce à cette couverture de Matisse que Cartier-Bresson a demandé directement à Matisse. Il l'avait déjà rencontré quelques années auparavant pour le photographier. Je dirais ce pas de côté. Personne ne s'attendait à voir à cette époque-là une couverture d'un livre de photographie avec des papiers découpés, des gouaches découpées d'un des grands peintres de cette époque. Et ce pas de côté, cette différence, cette originalité a certainement beaucoup contribué au succès de l'ouvrage, à tel point que Cartier-Bresson reconduira cette originalité 3 ans plus tard pour le livre Les Européens, pour lequel il demandera à son ami Juan Miro, le peintre espagnol, de réaliser à nouveau une couverture à la gouache, en peinture. Et il y a la couverture de Matisse, il y a les photos évidemment de Cartier-Bresson accompagnées des légendes, mais il y a aussi la préface du livre qui est passionnante. On croirait presque lire un essai philosophique teinté de pratique et qui a inspiré énormément de photographes. Qu'est-ce qui a changé entre la version originale du texte qui a été rédigée en 1952 et celle remaniée dans les années 80? Alors effectivement, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas un Cartier-Bresson, il y a plusieurs Cartier-Bresson, sa carrière est assez longue. Et souvent, il a changé de position ou il a nuancé certaines notions. Et là, notamment, il y a 2 éléments qui changent la préface, qui corrigent. Il y a la question de la couleur. Cartier-Bresson a pratiqué la photographie couleur dans les années d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, les années 40, 50, 60, où les journaux demandaient aux photographes de réaliser de la photographie en couleur. Il l'a donc fait au moment où il travaillait pour l'agence Magnum. Et avec le temps, avec les années 70, les années 80 qui correspondent au moment où il est vraiment reconnu comme un des grands artistes du XXe siècle, il va mettre de côté ce travail de strict reportage, de commande, et donc l'évacuer un peu de sa pratique et donc renier sa photographie couleur. Il y a un autre élément très intéressant où dans la première version du texte, il disait que le photographe pouvait penser à la mise en page de son image dans les magazines lorsqu'il les faisait. Ça veut clairement dire photographier à l'horizontale
pour faire une double page ou photographier à la verticale pour faire une couverture, par exemple. C'est quelque chose que effectivement, les photographes qui travaillaient essentiellement pour les magazines avaient en tête dans les années d'après-guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que lui-même, auquel il ne pouvait pas échapper en tant que photographe travaillant pour les magazines. Et c'est vrai que ce point-là, comme la couleur, à la fin de sa vie, lorsqu'il se considérait plus comme un artiste exposant dans les musées, toute cette partie de moment de travail, de reportage, il l'a un peu mis de côté. Et donc, ça l'a amené à faire quelques corrections dans son texte, mais qui, je dirais, s'explique très simplement par l'évolution de son statut, dans son parcours de photographe à travers le XXe siècle. Un grand merci, Clément Chéroux, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On peut acquérir ce livre, Images à la sauvette, qui a été réédité par la Fondation Henri Cartier-Bresson. Merci. Bon, c'est un peu une super introduction à la discussion qu'on va avoir dans quelques minutes. Ça pose le truc. On le comprend bien, c'est un petit peu plus qu'un simple livre photo, ce truc-là. Pour tous les amateurs de livres photos, c'est un livre culte, comme on le dit. Je crois que l'expression est vraiment pas exagérée. Et Martin Parr, plutôt, était un grand collectionneur de livres photos. Il nous a quittés en fin d'année dernière. Il considérait que c'était un des plus grands livres photos du XXe siècle, surtout un des plus influents. Comme le disait Capa aussi, qui avait co-créé Magnum Photo avec Cartier-Bresson, c'était une bible, et on comprend mieux en lisant la préface, même aujourd'hui. Ça a été réédité donc en 2024, à l'origine donc publié en 52 puis en 80. La préface de Cartier-Bresson, on la lit aujourd'hui, elle est incroyablement d'actualité, quoi. C'est-à-dire toute la vision qu'il a du métier, l'approche, il raconte ce qui se passe dans sa tête quand il est en reportage, comment il faut se positionner, son relationnel vis-à-vis de ses clients, l'importance de la mise en page, de l'impression, de la manière de diffuser ces images pour qu'elles existent. Ça va bien plus loin que le fameux instant décisif, enfin moment décisif. On va en reparler, quoi. Pascal, Lily, est-ce qu'il y a des bouquins photos qui vous ont particulièrement marqué, que ce soit des beaux livres ou des ouvrages techniques, Pascal, pour commencer? Hormis Lightroom classique. Qui m'a marqué parce qu'il m'a un peu fatigué là ces derniers temps. Tu vas peut-être rentrer dans les livres cultes, qui sait. Non, mais oui, il y a des bouquins qui sont hyper marquants. J'avoue. Alors moi j'ai du mal à retenir les titres. Je veux dire que si les Américains, Robert Frank, voilà, et un bouquin qui m'a marqué. Après, par exemple, le travail de Peter Bird, je me souviens, est vraiment un travail qui m'a marqué, mais aussi parce qu'il n'y avait pas que la photo, c'est surtout son journal. Enfin, moi, j'admire beaucoup les gens qui arrivent à manier différents médias. Il mettait de sa chair. Et voilà. Et donc, je me souviens quand j'ai découvert Peter Bird, j'ai eu une espèce de révélation. Il y a un bouquin de Newton, mais j'avoue que je ne saurais pas citer des titres parce que c'est rarement le titre qui me marque. Mais oui, il y a plein de bouquins de photos qui sont des bouquins d'ailleurs que je mets pas, je vois pas la tranche dans ma bibliothèque, je les tourne pour voir non, mais c'est vrai, donc oui, j'en ai plein des bouquins de photos et c'est un truc qui est hyper intéressant, hyper formateur, et puis dans le fait de réunir des images. C'est pas une image qui te marque, c'est le livre. C'est toutes celles qui sont réunies dans cet ouvrage. Et toi, Lily? C'est marrant parce qu'à vous écouter, je me dis que j'ai une approche très très différente de la photo. Et tant mieux. Oui, sûrement. Moi, je suis venue à la photo par le voyage et pas du tout je l'ai pas étudié, j'ai pas fait d'études dedans. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai pas de livre, j'ai pas forcément de références culturelles autour de ça. Et c'est très étrange parce que j'ai un rapport très analytique à peu près tout et assez cérébral et voire philosophique. Et pas du tout à la photo. Et en fait, je me rends compte là, je me dis, mais c'est dingue à quel point c'est purement instinctif. Cartier-Bresson était un grand voyageur. D'ailleurs, dans Images à la sauvette, il y a énormément d'images prises en Inde, notamment à cette époque, aux côtés de photos de rue prises à Paris, par exemple. Et à la base, il n'est pas du tout photographe. Il s'intéressait à la peinture. Donc, c'est surtout, on peut parler d'art visuel, où tu peux avoir une inspiration cinématographique, littéraire. Tout mène finalement à la photo.
Alors moi, je vais rajouter juste un petit truc, parce qu'on a parlé beaucoup de beaux livres. Je vais parler de livres techniques, domaine que je connais un petit peu. Il y a pour moi des livres absolument cultes si on a envie d'apprendre la photographie, de comprendre comment ça marche. C'est le regretté René Bouillot qui avait Ah fait oui. toute une série d'ouvrages, cours de photographie argentique, cours de photographie numérique, cours de traitement de l'image, des bibles absolument. Écrit en tout petit, pas c'est- beaucoup d'illustrations. Ouais, c'était dense, ouais. C'est plus des dictionnaires Mm. que des bouquins on va y chercher quelque chose à l'intérieur de très précis. Là, il y a du On papier. s'amuse Ouais. pas forcément à le lire du début à la fin, c'est assez rébarbatif en soi, mais si on cherche une information, généralement on la trouve. Et dans le même registre, il y a l'Issouro en optique géométrique qui est une merveille Et aussi. pour les amateurs de conseille. chimie photographique, le Glafkides. Ah Ah bah voilà. voilà. Je vais prendre des notes, hein. Mais oui. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Chaque image raconte une histoire. La nôtre est une mission. Depuis 2002, digitphoto.com accompagne les photographes, les vidéastes et les créateurs de contenu dans le choix de leur matériel. Sur digitphoto.com, découvrez un catalogue de plus de 18 000 références parmi les plus grandes marques du marché. Boîtiers, objectifs, accessoires, solutions vidéo et un univers unique dédié à la photographie argentique. Digitphoto.com, c'est aussi du matériel d'occasion et un service de reprise pour votre ancien équipement. Des prix parmi les plus compétitifs du marché. Une livraison rapide offerte dès 40 € d'achat. Notre équipe de passionnés est à votre écoute. Bienvenue chez digitphoto.com, la passion de l'image depuis 2002. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Lily Rowe et Pascal Brites pour parler de la notion d'instant décisif en photographie. Nous avons évoqué la genèse de la notion d'instant décisif avec Clément Chéroux. Le photographe Jean-Christophe Béchet confirme l'influence du livre Images à la sauvette de Cartier-Bresson, ainsi que la raison pour laquelle l'instant décisif est devenu central pour de nombreux photographes. Il nous raconte au passage une savoureuse anecdote. On l'écoute. En fait, il y a un peu un malentendu au départ, en réalité. C'est-à-dire que en 1953, quand Henri Cartier-Bresson sort son livre, il s'appelle Images à la sauvette. C'est des photos prises sur le vif, on va dire, et il met en exergue de son livre une phrase du cardinal de Retz, donc quelqu'un qui a dit ça bien longtemps avant l'invention de la photographie et qui dit que dans la vie, il y a des moments comme ça, qu'il y a des moments décisifs qui existent dans la vie. Et à partir de là, en fait, cette phrase va être reprise dans l'édition américaine de ce livre, Images à la sauvette. Il est à peu près impossible de traduire Images à la sauvette en anglais. Et donc, il décide que le livre va s'appeler en américain, donc, puisque c'est les Américains qui l'éditent, il va s'appeler The Decisive Moment. Et en prenant ce petit morceau de la phrase que Cartier-Bresson avait mis en exergue, mais Cartier-Bresson lui-même ne parlait pas vraiment d'instant décisif. Pour Cartier-Bresson, le plus important, c'était vraiment la géométrie dans ses photos et plutôt faire advenir effectivement quelque chose qui se passe, un événement, mais dans une géométrie extrêmement maîtrisée. Sa joie, c'était la géométrie. Mais le Decisive Moment, ce livre va se diffuser dans le monde entier sous ce nom-là, beaucoup plus que sous le nom Images à la sauvette, puisque les anglo-saxons diffusent beaucoup mieux que les francophones. Et Cartier-Bresson, du coup, va devenir l'auteur de The Decisive Moment. Le livre va avoir un succès incroyable dans des pays, enfin partout dans le monde. Moi, je sais qu'en Amérique du Sud, en Asie, ce livre, c'est à partir des années 55, c'est partout été populaire. Et du coup, Cartier-Bresson a été un petit peu comme ça associé définitivement à ce mot, alors qu'il n'a pas complètement renié, mais qui était un peu réducteur parce que son travail n'était pas juste de s'appuyer au bon moment. Et beaucoup de gens ont fait beaucoup de contresens à partir de là sur l'instant décisif, en pensant que c'était vraiment l'œuvre de Cartier-Bresson et qu'il fallait vraiment le faire comme ça, alors que l'œuvre de Cartier-Bresson, il faut d'abord la comprendre par l'art de la géométrie, de l'organisation des volumes, l'organisation de la lumière, et dans lequel il y a un moment quelque chose qui se passe de furtif et qui est parfaitement organisé. Un instant décisif chez Cartier-Bresson, c'est aussi bien un ballon qui passe, un garçon qui court, un vélo qui arrive dans le cadre, mais une lumière, par exemple. Une lumière peut être un instant décisif parce qu'elle vient juste créer une diagonale, ou ça peut être tout simplement une fumée, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre, on va dire de l'événement ou de la surprise ou de la dextérité d'appuyer seulement au bon moment.
À noter que Jean-Christophe prépare actuellement ses 2 nouveaux beaux livres intitulés Petropolis sur les traces de Stefan Zweig et Tokyo Yamanote Line. Ces ouvrages inaugurent 2 nouvelles collections, Traces et Travelling. Traces rassemblera des récits photographiques, documentaires et poétiques ancrés dans un lieu qui dialogue avec la littérature, les arts plastiques, l'architecture ou le cinéma. Et Travelling réunira des regards racontant le monde à travers des voyages, des déplacements et des expériences personnelles avec une écriture photographique forte. Une campagne de crowdfunding est en cours sur Ulule pour ces 2 projets. Alors, quelle serait votre définition, très personnelle pour le coup, de ce qu'est l'instant décisif en photographie, Lily? Je vais essayer de pas tout dévoiler maintenant, parce qu'on a, on a un petit peu de temps devant nous. L'instant décisif, je pense que c'est un ensemble de choses. Tout d'abord, c'est pas seulement le moment où on déclenche, c'est vraiment toute la préparation qu'il peut y avoir avant. Et surtout, c'est une approche, comme je disais, en tout cas pour moi, très instinctive. Il n'y a pas forcément d'explication à ça. Ça peut être une émotion, ça peut être dans la pratique de la photo que j'exerce plutôt un tricks ou un moment particulier dans le sport, mais pas nécessairement. Pascal? Alors, je pense que dans l'instant décisif, pour moi, il y a le moment où la photo va fixer une image qui n'est pas forcément celle dont on avait le souvenir à l'œil. En fait, c'est le moment où l'image, elle va raconter quelque chose où le fait qu'elle arrête un moment va d'un coup raconter beaucoup de choses, alors que dans la temporalité, on n'avait pas forcément remarqué ça. Et moi, c'est ce qui m'attire particulièrement dans la photo par rapport à la vidéo, par exemple. C'est vraiment ce moment où il va y avoir justement un cadrage, une lumière. On va en discuter parce que justement, on va aussi parler des technologies et de ce que ces technologies permettent de montrer. Mais ces détails que notre œil a peut-être même pas eu le temps, en fait, de percevoir. Oui, parce que là, on parle de la base, on a rappelé les fondements, et on va revenir un peu sur tout ça, parce qu'il y a des choses qui en découlent, notamment à la post-prod, on va y revenir un peu plus tard aussi. Moi, je vais vous citer, une phrase, justement, de Cartier-Bresson pour clôturer le chapitre un peu historique, mais qui permet de mieux comprendre aussi sa démarche, parce que même s'il n'était pas d'accord forcément, il revendiquait pas le terme d'instant décisif, lui, il écrivait: une photographie est la reconnaissance simultanée dans une fraction de seconde, d'une part, de la signification d'un fait, et de l'autre, d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui exprime ce fait. Alors, dit comme ça, c'est pas très poétique, mais ça exprime bien les choses finalement, et c'est ce que vous avez un peu dit toutes les deux. Et moi, je voudrais juste revenir sur effectivement le fait qu'on associe Henri Cartier-Bresson à l'instant décisif comme s'il ne parlait que de temporalité. Mais Henri Cartier-Bresson, c'est aussi celui qui a popularisé le tirage avec un filet noir. Et en fait, son discours, il dépassait vraiment ça. C'était un peu la perfection à la prise de vue. Et dans ce tirage au filet noir, pour expliquer aux gens qui n'ont jamais fait de tirage argentique, ça veut dire qu'on tire en montrant qu'on a les bords du négatif. Donc, on n'a pas fait de recadrage. Et donc, il y avait vraiment cette idée que dès la prise de vue, on est dans une forme de perfection, entre guillemets. Enfin, c'est pas comme ça qu'il l'aurait exprimé, mais c'est aussi pour ça que, du coup, le limiter à l'instant décisif, le limite un peu au moment où on a saisi le bon saut, etc. C'était pas que ça. Mais complètement, et c'est pour ça, je dis un dernier mot là-dessus, et je me tais. Mais lisez la préface, parce qu'il y parle de format aussi. Il parle du format carré, qui est selon lui beaucoup trop posé, pas propice à son style de photographie. Il parle de l'impression, et il y a des photographes qui ont découvert son livre, qui ont été subjugués par la qualité d'impression de son livre. Il était vraiment très très rigoureux là-dessus, et comme tu l'as dit, il parle aussi de recadrage, et autant vous dire qu'il n'est pas trop pour. Alors, dans cet instant décisif, d'un point de vue littéral, il y a la notion de temporalité, d'action, mais pas que, hein. On commence un petit peu à le percevoir. Il y a des notions de cadrage, de composition, de lumière. L'idée d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon matériel. On va en parler un petit peu juste après. Lily, toi qui es aussi un pied dans l'univers de l'image animée, de la vidéo, est-ce que d'une certaine façon, on pourrait faire un parallèle entre
ce qu'on pourrait fantasmer ou théoriser sur l'instant décisif en photo dans l'univers de la vidéo? Mais c'est vrai que en vidéo, on n'a pas d'image figée, donc c'est un petit peu différent. Mais je pense que la notion reste la même, puisqu'il faut quand même saisir ce moment. On saisit une émotion, même si elle est plus sur la longueur. Je pense que l'instant décisif, il est quand même présent également en vidéo. Il faut être là, quoi. C'est ça. Pascal, dans ton travail d'enseignante, est-ce que tu sens que les jeunes générations sont un petit peu au fait de cette idée d'instant décisif? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'ils y pensent? Est-ce qu'ils l'appliquent? Alors en fait, ils y sont sensibilisés par les formations qu'ils viennent suivre. Ils n'y sont pas forcément à l'origine. Et moi, je leur enseigne pas l'histoire de la photographie et je leur enseigne pas non plus l'analyse d'images. J'ai vraiment un cours qui est très technologique, optique, chacun son domaine. Non, je veux dire, on peut pas. Je ne déborde pas de mon enseignement et d'autres profs le font très bien. Donc en fait, ils y sont plus sensibilisés qu'ils ne le sont à la base. Mais c'est évident que ça devient un peu au cœur de leur activité, puisque, enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu. Enfin, c'est ce qui fait la photographie. Enfin, genre, on ne peut pas décorréler le fait de faire une image. Si, peut-être une nature morte en studio, là, l'instant décisif est un peu moins... Plus tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Disons qu'il se reproduit un peu plus longtemps. Et Lily, tu nous disais t'être formée un peu en autodidacte. Tout bêtement, t'en as entendu parler, toi, de ce concept instant décisif, ou alors tu le découvres? J'ai fait mes devoirs avant le podcast. Donc, Ah, mais alors, attends, je parle avant, parce que là, on triche. Avant le podcast. Non, avant non, pas du tout. Et ça a été un peu le début de ma réflexion sur mon rapport à la photo, finalement, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Mais du coup, ça m'a paru très naturel. J'ai tout de suite compris Ce que tu fais, tout le sans concept, savoir. toute la notion. Oui, c'est comme tu disais, c'est la photo, quoi. C'est le concept de la photo. Est-ce que vous ne croyez pas finalement que... parce que quand on voit le comportement des amateurs, parce que voilà, on a tous un appareil photo dans la poche maintenant, et on voit très souvent, dès qu'il se passe le moindre truc, hein, que ça soit intéressant ou pas, tout le monde sortir son smartphone et filmer. Le mot plus juste, c'est smartphone qu'appareil photo, oui, c'est ça. Ouais. Et sortir et filmer, j'ai un peu dans l'idée, dans la quête que sur ce qui s'est en train de se passer, il y ait une espèce d'instant décisif qui arrive. Enfin, et finalement, enfin, il y a un espèce de rapport chelou entre le comportement des amateurs ou des badauds vis-à-vis de ce genre de choses, et puis la force des réseaux et de la viralité des contenus qui peuvent finalement mettre le tampon instant décisif ou pas. On va dériver sur un autre débat là. Non, mais c'est super intéressant, je trouve, parce que ça ramène à la notion de base qui était le moment décisif. Et j'ai l'impression, mais après, peut-être ce que tu veux dire, c'est que par exemple sur un concert, quand tout le monde va dégainer, où il se passe quelque chose dans la rue, une célébrité va débarquer, je ne sais pas, il va survenir quelque chose, les gens vont filmer de peur de rater le moment. Sans savoir ce que c'est. Sans savoir forcément ce que c'est. Mais là, on ne parle pas de capter l'instant décisif, c'est essayer de mémoriser quelque chose. Soit pour le garder, le remontrer plus tard, ou alors le diffuser tout de suite. C'est un peu autre chose, je pense. Mais parce que moi, je pense que derrière toute cette histoire, il y a quand même la différence entre est-ce qu'on fait une création esthétique et est-ce qu'on vient témoigner l'aspect journalistique. Ça change beaucoup de choses et peut-être qu'on y reviendra justement sur d'autres moments. Mais ça change beaucoup de choses sur la démarche qu'on va avoir, l'éthique. Et il est vrai que je pense que les gens dégainent beaucoup plus pour enregistrer, mais parce qu'il y a aussi cette notion, on le sait, hein, c'est le témoignage. Il y aura une preuve, il y aura ces choses-là. Et puis, est-ce que parfois on se dit, est-ce qu'ils sont capables de vivre le moment où en fait il faut l'enregistrer parce qu'il faut montrer qu'on était là. Tu vois, tu parlais de concert. Moi, à chaque fois, ça me sidère parce que les vidéos avec un smartphone d'un concert, c'est quand même pourri. Le son est pourri. Enfin, bien sûr. Il y a le même phénomène dans les musées, hein, où les gens ne regardent pas les tableaux, ils font juste une photo du tableau et passent au tableau d'après, quoi. Et je suis assez d'accord. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je m'interroge, je me dis, mais profite-t-il de ce moment et que vont-ils faire tu payes une place chère et tu vis l'événement à travers un écran dans de mauvaises conditions. Et que vont-ils faire de ces images?
en plus. Voilà, il y a vraiment un peu ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'instant décisif, parce qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de gens, j'ai saisi le bon moment. Mais avoir saisi le bon moment suffit-il à faire une bonne image? Parce qu'une bonne image, c'est un angle, enfin un point de vue, une lumière, et c'est pas juste l'instant. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend aux gens à faire de la photo. On les apprend à regarder une image et à se demander pourquoi celle-ci elle marche et pourquoi celle-ci elle marche pas. Et que c'est pas juste parce que l'expression de la personne était bien que c'est un beau portrait. Il faut peut-être parler plutôt de cadrage décisif, en fait. Mais c'est un choix de focale, c'est un choix de position. Cartier-Bresson, je vais pas arrêter de le citer, pardon. Il parlait de fléchir les genoux voilà, pour changer radicalement la composition Il y a d'une des image. écrans orientables maintenant pour ça. Et tu as raison. Et ce qui nous amène d'ailleurs au cœur du sujet, les nouvelles technologies en 2026. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on va reparler de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on est au cœur du truc, finalement. C'est vrai que les technologies modernes des hybrides, elles rebattent un peu les cartes de l'action de déclencher et de faire une photo. Aujourd'hui, on a des autofocus avec détection, reconnaissance et suivi du sujet boosté à l'intelligence artificielle. On a des modes rafale à 30, 60, voire même 120 images par seconde. Et on a même maintenant des modes de pré-déclenchement qui permettent de remonter littéralement le temps à la prise de vue. On a échangé avec Romuald Catoire de la boutique spécialisée Camara Lille, qui nous explique à quel point ces technologies sont plébiscitées par ses clients, notamment pour la pratique de la photo animalière. Il y a une forte demande au comptoir. Ces technologies-là, finalement, qui semblaient presque anodines, sont devenues des marqueurs forts demandés par les photographes. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, faut se souvenir qu'il y a à peine 10 ans, un réflexe pro, ça montait très péniblement à 10 images secondes avec pas mal d'inertie. Et puis aujourd'hui, on a des boîtiers qui effectivement remontent le temps en arrière. Et c'est la photo animalière, la photo sportive, mais surtout la photo animalière, c'est devenu une pratique très très forte de la photo depuis les années Covid. On a tous découvert qu'on avait un jardin et qu'on pouvait aller se balader. Enfin, ça c'est le quotidien de mon magasin. Et c'est assez étonnant parce que les clients rentrent, même pour ceux qui ont les boîtiers, ils viennent pour faire leur mise à jour de firmware. Quand on a certains boîtiers qui ont récupéré la fonction par le simple ajout d'un firmware, c'est une demande, c'était une attente forte parce qu'ils vont réaliser des photos, ils vont faire des photos qu'ils n'avaient jamais réussi jusqu'à maintenant. On prend l'exemple archi-caricatural du martin pêcheur. Hein. On l'a avant, on l'a après, on l'a dans l'eau, on l'a plus sur la photo. Maintenant, on l'a pile au bon moment. Mais il y en a déjà qui trouvent qu'une demi-seconde de retour en arrière, c'est déjà trop court et qui voudraient bien 1 seconde ou 2 secondes. Donc, c'est sans fin. La technologie est sans fin aujourd'hui avec le numérique et l'hybride. C'est une vraie demande qu'on a en magasin et on voit des clients qui changent de matériel pour bénéficier de cette fonction dès qu'ils ont une pratique photographique un peu spécialisée autour de l'animalier notamment. Aujourd'hui, sur le pré-déclenchement et sur cette pratique photographique, quand même Canon a des atouts parce que toute la gamme Canon est ultra rapide en termes de mise au point, en termes de cadence moteur. Et en plus, les boîtiers ont très bien évolué. Un R7, qui est un boîtier qui a déjà quelques années, aujourd'hui, il est tout à fait au goût du jour grâce à ces différentes mises à jour et notamment le pré-capture qui est arrivé sur ce boîtier. Idem pour le R6 Mark II. Là, on voit les dernières mises à jour sur le R5 II et sur le R1 qui en plus ajoutent l'accessibilité de la fonction via un raccourci sur une touche programmable. Canon a vraiment joué le jeu à fond sur cette techno et il la maîtrise plutôt parfaitement. Ensuite, sur des boîtiers Sony qui sont un peu moins rapides, puis attention avec la compatibilité avec les objectifs Tamron, le prédéclenchement, c'est un atout aussi de l'avoir sur ces boîtiers. Mais Canon reste pour moi loin devant sur cette technologie.
Il y a un aspect aussi à prendre en compte, dont n'a pas parlé Romuald, bah, c'est le numérique tout simplement parce que, il y a quand même, une grosse différence dans la démarche. Alors je vais être un peu terre à terre, mais d'un point de vue économique, entre déclencher en argentique et déclencher à l'infini, en numérique. Lily, comment tu vois les choses là-dessus? Plus simple de s'exercer maintenant. J'ai pas un avis très tranché. Enfin, je veux dire, je suis pro nouvelles technologies à fond. Après, moi, j'ai commencé par l'argentique, donc j'ai un rapport très mécanique, très manuel à la photo et à la vidéo. Euh, Honnêtement, on arrête vite de déclencher à balle. Parce que quand on se retrouve avec une carte mémoire complètement full et 4000 images, la post-production, c'est plus la même. Donc, au contraire, c'est devenu plutôt un enjeu pour moi de prendre le moins de photos possible et de pas forcément aller vers ces outils qui peuvent aider dans certains sports, évidemment. Je les utilise à bon escient, mais autrement, je suis plutôt dans un challenge où je vais éviter d'aller vers l'utilisation de ces nouvelles technologies. Tu veux dire que ça te parle pas forcément tout ce qui est pré-rafale, parce que là, nous on en parle énormément, ça révolutionne, comme le disait Romuald notamment, la pratique de la photo animalière. On pourrait penser Bien que sûr. toi, Oui, à un oui. moment, tu photographies un skater, je sais pas, où tu es sur une paroi, tiens, ça va être un moment clé, Ah oui, oui. tu vas essayer, tu vas optimiser les chances de l'avoir, parce que tu vas peut-être pas redemander à l'athlète de le refaire 10 fois. Non, clairement, Tu surtout dans restes les sur sports extrêmes. l'instant décisif de puriste, on peut dire. Ouais, côté un peu corps comme ça. Après, la limite, elle est. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. On n'est pas là pour juger. Vraiment, ouais, vraiment, il y a quelque chose où des fois je me dis, bon, peut-être qu'on va peut-être faire un autofocus sur ça, ce serait peut-être plus facile. Mais non, en tout cas, c'est utile et utilisé, même dans les sports mécaniques, par exemple, s'il y Bien a un sûr. départ plus précipité ou il se passe quoi que ce soit. Je pense que ce sont des outils qui sont incroyables, comme l'IA, mais après, c'est aussi son rapport à la pratique. Et puis après, tu as raison de souligner que c'est vraiment certains domaines. Parce que par exemple, la photographie animalière, enfin, le prédéclenchement, on dit, ça permet d'avoir le moment qu'on allait rater, mais ça permet aussi d'arrêter de déclencher pour rien, parce que ça bouge Exactement. pas. Et que, en fait, on gaspillait un peu à se dire, allez, j'en refais une, on sait jamais. Allez, j'en refais une, on sait jamais. Et Là, finalement, en on fait, loupe le moment. c'est ça, là, on a décalé. En photographie animalière, tu attends. Et quand il s'est passé quelque chose, tu déclenches en disant « Ah, c'est bon ». Et en fait, tu as presque pris l'habitude de déclencher même un tout petit peu trop tard, puisque tu sais que l'image, tu l'auras. C'est Et le syndrome c'est vrai de l'oiseau qui que... décolle et qui finalement décolle pas, et puis au moment où il décolle. Bah, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'en sport, bah, en fait, il y a tellement de disciplines sportives que, en fait, il n'y a pas deux disciplines qui se photographient pareil et qui Exactement. aient les mêmes conditions de prise de vue. Et je me souviens, c'est quand, parce que quand le prédéclenchement a été introduit chez Nikon par mise à jour de firmware, c'est Bernard Papon qui racontait que ça avait changé sa manière de photographier la boxe. Parce que typiquement, c'est un sport où il est plus difficile d'anticiper sur ce qui va se passer. Tout à fait. Alors qu'effectivement, quand tu photographies un 100 mètres, a priori, ils vont partir quand il y aura le coup de feu. Un départ de Et, course, ça voilà, reste un c'est départ ça. de course. Ouais, mais justement, enfin, ça fait partie un peu des talents techniques du photographe, de la magie de la photographie, de réussir à déclencher au bon moment. On perd un peu cette idée avec ces technologies-là, et est-ce qu'on risque pas à terme de perdre un peu du savoir-faire? Moi, je pense que le savoir-faire va juste se retrouver ailleurs. Et tout comme on faisait un parallèle avec l'argentique, le savoir-faire, à un moment, il était aussi de maîtriser le choix de ton film, la conservation de tes films, le développement pour ceux qui s'occupaient de toute la partie labo derrière. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du genre à dire c'était toujours mieux avant, et j'accepte l'évolution du monde. Et je Moi pense... aussi, Pascal, hein, ça dépend. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je dis pas que le débat n'a pas raison d'être, hein, mais je pense qu'il faut quand même accepter qu'il y ait des choses qui évoluent et que le talent du photographe se trouve aussi ailleurs aujourd'hui. Il y a des automatismes qui sont de plus en plus courants. Est-ce que c'est un mal que le photographe utilise l'autofocus quand il fait de la photo de sport, alors qu'on a su faire des photos de sport avant l'existence de l'autofocus? Non, puis encore une fois, pour certains, il s'agit de faciliter la tâche. Tu as cité Bernard Papon à l'équipe, Franck Seguin, enfin tous ces gars qui sont au bord des pelouses ou sur des événements sportifs qui mitraillent. Je pense qu'ils sont bien contents d'économiser un peu de leur temps et d'espace de stockage sur la carte mémoire.
ils sont là, en fait. C'est tout ce qu'on demande à un photographe à un moment. Ils sont sur place, ils ont fait le choix de la bonne focale, du bon angle, du bon positionnement par rapport à la lumière. Enfin, ça reste... On a beau parler d'automatisme, je suis pas sûr que si on met n'importe qui ou un photographe lambda sur tel ou tel événement, il sortira d'aussi belles photos. Ouais. Donc, ça reste, malgré tout, un savoir-faire. C'est un changement de pratique parce que le regard il reste le même et c'est ça qui est important dans la photo, je pense, finalement. Oui, Bah, puis rien n'empêche de mettre sa patte aussi, parce qu'après, là, on parle de l'instant décisif, mais il y a la colorimétrie qu'on va mettre sur ces images. Toutes tes images, elles sont très typées, Lily, on peut les voir sur ton compte Insta. Enfin, après, il y a d'autres choix qui entrent en ligne de compte aussi, quoi. Ah bah, bon, d'ailleurs, de toute façon, je pense que de plus en plus, le talent du photographe est aussi de venir mettre sa patte sur la post-prod de ces oui. images. Et il y a, dans le même sujet, en fait, c'était au moment des JO de Paris où je me suis intéressée à tout ce qui était prise de vue par robot, parce qu'il y a eu énormément de robots qui ont été placés. Et on se dit, est-ce que si c'est un robot qui fait la photo, il y a encore un photographe? Et je me suis rendue et à l'AFP et à l'équipe pour en discuter avec eux. Et c'était hyper intéressant de voir que c'est toujours un photographe qui est derrière les commandes, parce que c'est un photographe qui fait la photo, même si sur place, il n'a pas un appareil photo dans les mains, il n'est pas en train de déclencher. Et ça se voit en fait qu'il y a un cadrage, une lumière. Enfin, encore une fois, c'est pas juste d'avoir été capable de déclencher qui a fait une bonne image. Bon, aujourd'hui, sur un boîtier milieu de gamme, haut de gamme, l'autofocus, c'est quasiment plus un sujet. On obtient des performances en rafale qu'il était impossible de fantasmer à la fin de l'époque du réflexe numérique. Et on peut remonter le temps avec cette fameuse technologie de pré-déclenchement. Qui était déjà sur les Nikon One, hein. On l'a oublié, mais il existait, ce truc-là. Si on est ça très date d'il y a plus de précis, 10 ans. ça date... Et- Moi, la première fois que j'ai vu cette technologie-là, c'était sur des compacts Casio. HS System qui permettait de faire ça. Là, ça commence à dater. Mais bref. Si on se mettait un peu à délirer là, à votre avis, quel type de techno, un peu dans cette mouvance, dans cette veine, on risquerait potentiellement de voir arriver dans le futur dans les boîtiers pour encore enfoncer le clou sur cette notion d'instant décisif et de réussite de la photographie? Ou quel type tu veux dire on aimerait voir? Enfin, toi, bon, Aimerait, Lily, pourrait, devrait, comme vous voulez. Lily, elle s'en fout, puisque de toute façon, ils les utilisent pas. Donc, Je sais pas, moi, si vraiment on part loin, je serais plus dans quelque chose qui est intégré au corps, quoi. Tu vois, dans les yeux, en déclenchement. Ouais, déclenché à l'œil. Mmh. Ah, c'est un fantasme, ça. Hein. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je l'ai vu, C'est je l'ai ça. enregistré. C'est ça. bah, c'est vrai que si t'es en train de monter une paroi, ça peut être pas mal, ça. Avec les lunettes. Je sais pas si on peut citer. Bon, bah, tu tu peux. cites ce que tu veux. Hein. Les lunettes méta, enfin, Ouais. on voit qu'il y a tout un tas de nouvelles façons de filmer, de prendre des photos, de créer du contenu, de créer des souvenirs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ce truc un peu Black Mirror, à se dire, waouh, et si on avait une puce. Pas trop le On regarder, peut Black Mirror. déjà- Des fois, c'est un peu effrayant. On peut Ouais. déjà piloter l'autofocus à l'œil sur certains boîtiers. Oui. Mais moi, je me disais que finalement, aujourd'hui, l'IA, elle est principalement pour entraîner des algorithmes dans les boîtiers. On n'a pas vraiment de travail connecté d'une IA directement à l'intérieur d'un appareil. On évoquait là ces rafales à 120 images par seconde, la galère que ça sous-entendait en post-production en termes de poids de fichier, machin. Moi, je pense sincèrement que d'ici quelques temps, et je pense que ce laps de temps va être assez court, on va avoir de l'IA active directement dans les boîtiers qui sera capable, elle, à partir d'une séquence en rafale prise à 120 images par seconde sur 2, 3, 4 secondes, de venir extraire de manière automatique, par analyse statistique, par reconnaissance de sujet, par analyse des goûts, peu importe, les 5-6 images qu'elle estime être les plus réussies. Et là, Cartier-Bresson aurait fait un AVC. Très clairement. Non, mais à ce moment-là, il faudra refaire une émission. Alors après, c'est intéressant parce que c'est déjà ce que proposent des logiciels. Et je fais pas ma pub, mais Lightroom classique, tu sais, ils ont introduit le tri assisté. Mais il y a plein d'autres logiciels qui sont conçus pour les photographes qui sont du tri assisté. Et en fait, c'est une catastrophe. Là, moi, j'en ai parlé avec des photographes professionnels qui ne s'en servent pas parce qu'ils disent, le problème, c'est que c'est notre travail de photographe que de sélectionner la bonne Ou image. d'éditeur. Qu'est-ce qui fait une bonne image? Et ces outils disent c'est une image nette. On sait tous que des photos floues, c'est hyper beau. Et que là, ça va commencer par dire la photo. Et c'est la photo où la personne sourit.
Bon, voilà, c'est pas forcément la bonne photo, c'est pas forcément celle où la personne sourit. Enfin, et c'est tous ces standards qu'on va venir mettre en disant c'est ça qui définit une bonne image. Et la photographie, c'est à la fois un domaine technique, mais c'est aussi un domaine artistique. Et dans le domaine artistique, en fait, il n'y a pas de code qui dise c'est bien ou c'est pas bien. Peut y avoir une exception, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, dans les locaux de l'équipe par exemple ou de l'AFP, sur un événement sportif bien précis comme les JO où une photo nette va être exigée, mais pour vraiment le moment. Après, si pour une écriture plus magazine, au contraire, ils vont vouloir de la photo floue. Donc effectivement, il serait dommage que ce tri mette de côté Les exclus. Ouais, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a la presse où dans l'actualité, on va demander une image parfaitement nette qui est descriptive. Voilà. En général, il faut que l'athlète soit reconnaissable. Ouais. Et puis, il y a tout ce qui est création artistique. Et c'est vrai que je reviens au JO parce que comme ils se sont passés à Paris, on a eu beaucoup de productions en France. Il y a eu beaucoup de photographes qui ont... et on voit aussi tout ce qui a été commandé comme image d'illustration autour, où beaucoup de gens se sont permis de faire des images floues parce que c'était pas la publication web immédiate, et des photos qui sont hyper intéressantes et qui resteront, en fait. Ah oui, bien sûr. Mais ça va se prompter, tout ça. Ça va se prompter. Tu vas avoir un appareil qui va apprendre de toutes les images que tu as fait avant et qui va s'imprégner de ton style et qui va te faire ta sélection pour toi, ton regard, ton envie. Peut-être même ton client qui pourra directement communiquer avec ton appareil. Bref, je délire complètement. Oui, stop. La version IA d'Arthur me fait peur. Non, mais en plus, c'est pareil, parce que regarde, quand je dis on va imposer un standard, mais est-ce que toi, tu veux qu'on t'impose comme un standard ? Moi, je veux pas qu'une IA, elle me dise Pascal Brittès, c'est ça. Pascal Brittès, elle pense ci, elle pense ça, elle fait ça. Le plaisir, c'est de se dire aujourd'hui, je suis dans un autre mood. Là. Non, mais c'est pas ça. Sinon, moi, je peux écrire ton livre sous Lightroom en sollicitant un prompt aussi, tu vois. Enfin, non, mais voilà, ça soulève tellement de questions, mais qui sont, il faut le reconnaître, très actuelles. Bon. Allez, on va maintenant parler concrètement de la quête de cet instant décisif sur le terrain. On a échangé avec le photoreporter Éric Bouvet qui nous partage 2 anecdotes sur l'instant décisif qu'il a expérimenté sur des terrains de guerre. J'ai loupé beaucoup plus d'images que j'en ai fait de bonnes, ça c'est certain. Et il y a Marc Ribou que j'admire énormément aussi dans son instant décisif. Il est quand même, c'est pareil, c'est du grand art. Et il a dit une phrase qui est merveilleuse que j'aurais aimé sortir. Et il a dit un jour je ferai un livre de toutes les photos que je n'ai pas faites et ce sera un énorme succès. C'est tellement bien tourné parce que en tant que photographe, on en loupe des kilomètres et même si au numérique aujourd'hui, on arrive à faire des choses beaucoup plus rapidement, avec plus d'aisance, puisque la technologie s'est nettement améliorée par rapport à quand j'ai commencé. Mais même dans 50 ans ou 100 ans, on aura une caméra greffée dans l'œil, on loupera encore des images parce que tu regardes devant et puis merde, ça se passait sur le côté. Donc de toute façon, on loupera toujours des images. Pour citer des exemples, écoute, il y en a 2. Un à mon avantage et l'autre à mon désavantage. Mon avantage, c'était pendant la guerre du Golfe, la première en 91, Desert Storm, et on était déguisés en soldats américains pour tromper l'armée américaine et les forces internationales qui avaient cadenassé toute la presse et qui faisaient que des poules. Et nous, les Français, on s'était dit hors de question, donc on s'était déguisés en soldats américains et avec des jeeps aux couleurs de l'armée américaine, et on s'est retrouvés en première ligne avec les forces spéciales, ce qui était assez extraordinaire. Parce que tu imagines bien que, évidemment, au culot, et aujourd'hui, tout ça devient très compliqué. Et donc, à un moment, on est sur le devant, et là, on se fait bombarder par les forces irakiennes. Et c'est à ce moment-là où se rendaient plein d'Irakiens sur la route en train de courir. Et tout le monde se jette dans des trous pour se cacher. Et à un moment, je vois devant moi un Irakien avec son drapeau blanc, un deuxième dans un autre trou, un troisième, un char au loin, et je bondis et je fais cette photo-là qui me semble tellement logique parce qu'elle est bien composée. Elle est là. Ouf, il y a un peu la trouille dans la tronche du type, il y a un cadrage qui est impec, et bon, voilà, je fais la photo. Et mon petit camarade qui est à côté, qui a vu et qui me dit: «Putain, tu fais chier». Parce que voilà, j'ai eu paf, j'ai appuyé au bon moment, c'était ça. Et un à mon désavantage, ah oui, nous sommes en Tchétchénie, en 96. C'est le dernier jour de la guerre, mais on le sait pas encore, ça défroille dans tous les sens, puis les armes se taisent, et bon, donc
on commence à pouvoir travailler, on fait des scènes complètement dingues. Et à un moment, il y a 2 gamins, qui sortent, des décombres et qui jouent, dans une carcasse de char. Et à côté de moi, il y a, Chris Morris et Jim Natchway. Donc c'est pas mal. Et alors évidemment, il y a pas beaucoup d'humains dans le truc et on voit ces gamins, donc on se précipite un peu pour faire la photo. Et je fais ma photo et bref, voilà. Et Chris est avec moi et Jim sort une optique, je pense que c'est un 35 millimètres, et il s'approche d'une telle manière et on voit l'optique et on s'est regardé avec Chris et on s'est dit: «Ah ouais, c'était comme ça qu'il fallait faire». Il avait choisi d'être assez proche, il avait fait une grande ouverture, donc il avait tout flouté, en bokeh sur l'arrière. Et il y a ce gamin qui a une expression qu'il n'avait pas, moi, quand je l'ai shooté. J'avais pas fait ce cadrage-là, j'avais pas eu ce moment-là. Et voilà, Jim nous a donné une leçon, ce jour-là, encore une fois. Donc c'est beaucoup de chance, hein, c'est toujours pareil, hein. Tu à 3 mètres de là, quand la photo se passe, bah, c'est loupé, tu pas dans la lumière, c'est loupé, c'est, énormément de chance. Alors oui, la chance, ça se provoque, mais bon, on fait ce qu'on peut et on n'est pas toujours, heu, on n'est pas toujours pile poil, là où il faut, hein, malheureusement. On pourrait dédier une émission, à la chance, en photographie. Ça serait Ou intéressant aux aussi. photos que les photographes parfois n'ont pas pu prendre. Il y avait une excellente série sur Arte en podcast qui date d'il y a quelques années, où les photographes racontaient toutes les photos qu'ils n'avaient pas prises par raison éthique ou parce qu'ils n'avaient pas pu les prendre. Et c'était passionnant. Ça ramène un peu à ce qu'il disait sur Marc Ribou. On verra en saison 13. On verra en Mais saison 13. voilà, les idées viennent. Lily, est-ce qu'il y a des anecdotes qui te viennent comme ça en tête sur des choses que tu as réussi ou pas réussi vis-à-vis de cette idée globale d'instant décisif? Alors, j'ai pas d'anecdote précise, mais dans ma pratique, il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres qui sont décisifs de cet instant et qui font que ça va pouvoir se faire ou pas. Typiquement, mon dernier shooting il y a 2 jours, j'étais dans le Baou vers Toulon avec la grimpeuse Laura Pinault. Et quand on fait de la photo ou de la vidéo en falaise, on est en cordée, donc comme les cordistes, et on remonte sur corde pour pouvoir filmer, photographier l'athlète du plus proche ou d'un angle du dessus, etc. Donc, on se retrouve suspendu avec le vide en dessous, 20 mètres, 30 mètres, voire plus. Donc, il y a énormément d'éléments à gérer en plus. Donc, on a généralement un peu cisaillé au niveau du dos, on doit gainer, et donc on doit porter aussi. Donc, il y a des éléments physiques qu'il faut prendre en considération qui peuvent impacter cet instant décisif, parce que si elle passe le crux au moment où j'ai le bras qui faillit parce que ça fait trop longtemps que je le porte, l'appareil photo. Bon, il y a tous ces éléments-là. Et il y a les conditions météorologiques aussi. S'il y a du vent, la corde balance, ça bouge. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont super importants parce que ceux-là, ils ne sont pas maîtrisables. Donc il faut avoir une grosse anticipation et une connaissance du terrain et du sport et de l'athlète. Parce que derrière la photo, on peut penser, la photographe peut dire: j'ai l'instant décisif, c'est super. Et l'athlète tire une tronche. Pas possible, parce que c'est pas ça l'instant décisif pour elle. Parce qu'en fait, c'est ce moment sur le crux ou ce moment sur un tricks. Donc, les éléments... Enfin, moi, c'est pas tellement des anecdotes précises d'échec ou de réussite, mais c'est plus les conditions qui influent sur l'instant. Ouais, puis c'est hyper intéressant ton exemple parce que ça peut être ton instant décisif à toi au moment où tu prends la photo, tu dis ah j'ai tout, mais comme tu le dis, l'athlète ça va pas le faire parce que c'est pas son bon profil, parce que à ce moment-là il y a de la sueur partout, voilà, et ça peut ne pas l'être non plus pour un client éventuel, une tierce personne qui a commandé Les le projet, sponsors. les sponsors, et là l'image elle est superbe, la lumière est là, ah mais le sponsor on le voit pas, donc la photo elle marche pas. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais dans donc l'instant décisif. t'as beau faire une mise en scène, ça se passe jamais comme vraiment tu le prévois. Donc il y a un instant décisif dans le shooting, quoi. Oui, clairement. Pascal, petites anecdotes? Alors, moi, je fais surtout beaucoup de tests photos. Donc, tu vois, je vais mettre le prédéclenchement la rafale, parce que je teste. Non, mais c'est vrai, parce que comme je teste du matériel, je teste les technologies.
Des photos ratées, j'en ai fait beaucoup. Des photos réussies aussi. Je vis assez peu de mes images. Si, puisque je vis de mon travail, mais je vends assez peu mes photos. Et donc, j'ai pas. Ce que je peux dire, c'est quand même que ce que je constate. Alors, moi, j'aime bien la technologie. Tu vois, c'est pas. Sans blague. Non, mais ce que je Heureusement. et j'aime bien essayer ces choses-là, et j'aime bien m'interroger sur comment ça change la manière d'être. Alors, comme tu disais, il y a aussi cette idée de, on peut être sûr de ne pas rater l'instant, parce qu'avec toutes les technologies, on aura tout fait. Et au final, on a 4000 photos, il faut aller trier la bonne et c'est l'enfer. Donc, c'est de ne pas s'en servir pour rien, de choisir, par exemple, on parlait de rafale à 120 images secondes. Ce qui est hyper important, c'est aussi de pouvoir régler sur 10 images par seconde, parce qu'il y a des sujets qui ne vont pas se prêter à autant. Est-ce que ce que tu vas discriminer a un intérêt? L'oiseau qui s'envole, on a besoin de beaucoup d'images, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va très, très vite. J'en reviens, par exemple, à un sauteur en hauteur en athlétisme. J'ai pas besoin de 120 images par seconde. Il va y en avoir trop qui vont avoir l'air de se ressembler. Donc c'est plus de venir utiliser les bons réglages. Et moi, j'aime bien me demander quand même comment ça change la pratique. Et par rapport à ce que tu disais quand tu parlais des sponsors, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que est-ce qu'on fait des photos pour un client et quel est-il? Parce que quand on fait des photos commerciales, c'est le client doit le mettre en avant, etc. Est-ce qu'on fait des photos pour la presse? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une éthique autour de la photo de presse qui est hyper importante, mais qui doit aussi du coup décrire ce qu'on fait. C'est pas de l'illustration, la photo de presse. Elle est informative. D'ailleurs, les photographes de presse sont des photojournalistes. Et est-ce qu'on fait de l'art? Et là, si on a plus de liberté, on est le seul maître de ce qu'on va produire comme image, et on peut se dire que cet instant décisif, c'est le nôtre. Le reste du temps, c'est pas forcément le nôtre. Et puis, il y a un des deux exemples d'Eric, il est passionnant. Quand il décrit Nachtwey en train de prendre sa focale, les deux, ils savent parfaitement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il voit déjà que le choix de la focale et l'ouverture, ils imaginent déjà ce que ça va donner sur le terrain, il prévisualise lui ce qu'il est en train de faire. Donc ça rassure aussi, on parlait tout à l'heure de savoir-faire, parce que finalement la question de l'émission, c'est quand même, est-ce que l'instant décisif a encore du sens en 2026 ? Oui, en gros, le sous-titre, c'est le photographe a encore voix au chapitre. Ça veut dire que le photographe a encore le choix de sa signature, de son écriture, à partir du moment où il prend tel matériel, tel objectif, mais surtout à partir du moment où il sait l'utiliser. Parce que ce que tu disais sur activer le prédéclenchement dans le cadre de tests, etc., encore faut-il la carte mémoire qui suive, etc., etc. Il faut se renseigner un minimum aussi. Et il reste beaucoup de savoir-faire, faut pas croire. Il reste beaucoup de savoir-faire dans le... Non, mais c'est rassurant parce qu'on entend à longueur d'annonce de nouveaux produits, de nouveaux hybrides, tel algorithme d'IA qui va révolutionner votre pratique. C'est limite, faites-vous un café, puis l'oiseau, il va voler et vous aurez la photo. Ouais, mais il y a deux choses, c'est que c'est qu'on dit tout à l'heure, il faut y être. Et il faut regarder du bon côté. Oui, parce que tu peux être là, si ça se passe dans ton dos, les images, tu ne les auras pas faites. Avoir les bonnes optiques. Donc, il faut être au bon endroit, il faut avoir le bon matériel. Quand on en arrive à des rafales qui font 120, 195 images par seconde, même sur certains trucs, on n'est plus dans la photo, on est dans de la vidéo, et on va venir extraire une image. Pour autant... on est quand même dans l'angle, le choix d'une optique, le choix le choix d'avoir déjà de s'être intéressé en fait à une scène ou pas, de s'être dit qu'il y avait un potentiel là et de s'être mis au bon endroit, d'avoir eu un bon cadrage. Enfin voilà, il reste et tu parlais aussi des technologies qui pourraient arriver. Choisir ta profondeur de champ après coup. Tu vois, en fait, ça existe déjà. Le litro. C'est déjà voilà, tu te souviens de ce produit. Ouais, tout à l'heure, tu parlais du Dual Pixel Raw chez Canon. Moins violent qu'avec Alors, le litro. beaucoup moins violent, mais ça a existé aussi. C'est chez Panasonic, il y avait une technologie qui s'appelait Post-Focus. Et on pourrait considérer que sur un smartphone, en fait, comme après, tu peux dire finalement, je voulais du flou. D'ailleurs, pas qu'un smartphone, le Photoshop et compagnie. Que, en fait, ce genre de choses existe déjà. Pourtant, on continue à acheter des objectifs hyper lumineux parce que ça fait pas la même chose. Parce que on préfère aussi l'avoir réussi au moment où on avait envie de le faire. Enfin, tu vois, on disait le temps qu'on passe en post-prod, c'est pas le temps qu'on préfère en général. Ah non, et donc voilà, si on s'est bien préparé et qu'on a réussi à aussi faire de cet instant celui qui est décisif et qu'on n'a pas besoin de retravailler pendant 10 heures derrière, on est tous plus satisfaits, quoi. Et puis c'est ce qu'on vit en tant qu'artiste ou photographe, de se dire j'ai réussi ce moment, de se dire quand on regarde la photo.
Ah bah, c'est important que ce soit gratifiant et pas Bah frustrant. ouais. Ce qui peut être bien, pour mettre un peu toutes les chances de son côté, c'est d'avoir du matériel qui est prêt à être utilisé. Voilà, on se balade dans la rue, dans le machin, il se passe un truc, bam, faut aller vite. Très personnel là encore. Quel type de réglage on pourrait conseiller à nos auditeurs pour que statistiquement leur appareil soit prêt quand ils en ont besoin le plus rapidement possible? Commençons par le mode de prise de vue. Ricoh GR, mode snap. Non mais là on est dans la mise au point manuelle, voilà. Enfin c'est de l'hyperfocal au 28 mm ou au 40 d'ailleurs. Ouais, alors après, tu parles de mode mais de mode pourquoi pas. d'exposition. Est-ce que Ouais. Est-ce qu'on est plus Ouais. priorité ouverture? Est-ce qu'on est plus manuel? Est-ce qu'on est plus programme? Ou est-ce qu'on est plus full auto pour être sûr d'être prêt le plus vite possible? les modes automatiques, ils sont de plus en plus efficaces. Donc, si on maîtrise pas, moi j'ai tendance à dire, il vaut mieux se mettre en mode automatique que d'avoir un truc qui va te faire que tu es complètement dans les choux. Après, comme je Si on maîtrise veut faire mon appareil, niveau je 2. ne l'utilise jamais en automatique puisque j'ai absolument pas envie que l'appareil photo fasse son choix à ma place. Donc, on a nos petits tips. Moi, je sais que je vais travailler très souvent en mode priorité ouverture si je suis sur du portrait, de la photo de rue, plutôt du reportage, parce que je travaille aussi en sensibilité automatique et en ajustant le temps de pause maximum que je veux que mon appareil règle pour être sûr. Mmh. Donc voilà, en fonction de l'objectif que j'ai devant. Et quand je vais faire de la photo plus sportive, je vais être dans des modes à priorité au temps de pause et adapté avec un temps de pause hyper court si je veux une photo nette et au contraire l'allonger si je veux faire un filet, si je veux une photo floue. Moi, ça, c'est mes méthodes de travail. C'est vrai que moi, j'utilise les automatismes parce que je trouve qu'ils font gagner du temps et parce que j'en maîtrise les effets, en fait. Donc je me laisse pas embarquer par l'automatisme. Après, Lily, toi, tu Lily, travailles en manuel, comment par est exemple. réglé ton Voilà. boîtier Je sais par pas. défaut? Manuel. Vraiment, Full manuel. Ouais. Après, en sport, je vais utiliser parfois les rafales, 10 ou 15. Et la F? Et En la F, manuel quand même. ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment ce que je fais, mais en sport mécanique, non. Je suis en autofocus ou autofocus continu, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va dépendre de si c'est une commande. Ou là, j'ai moins de temps, ça va dépendre si c'est de la compétition, ça va vraiment dépendre du projet. Mais ouais, non, manuel. Ce qui peut être pas mal hein, quand on connaît bien son matos, c'est justement de paramétrer dans les menus personnalisés ça. On peut avoir des menus C1, C2, C3, avoir un C1 portrait, C2 sport, etc. Et comme ça, on passe de l'un à l'autre et on se pose plus de questions. Mais ce Ça sera, marche enfin, bien, moi, quoi. c'est jamais la même chose que je fais. Enfin, après, par exemple, si je veux faire du slow shutter et puis juste après, je vais faire un portrait parce que ça va très vite, par exemple, sur le paddock, tu vois. Donc, j'ai vraiment besoin de ce truc où, quand je sens le moment, je peux changer mes réglages, je les connais par cœur. Typiquement, la lumière. La météo a un impact aussi important. Par exemple, on peut être en full sun au niveau du circuit, etc. Et à un moment précis, un nuage qui passe et ça fonctionne pas, quoi. Faut pouvoir être super réactif. À toi, c'est l'instinct décisif. Après, j'allais dire, c'est marrant, parce que moi, c'est pour ça que j'utilise des automatismes, mais il est vrai que les technologies, donc tu as commencé en argentique, tu vois, à ce moment-là, tu as une visée optique, tu pas le retour. Aujourd'hui, tu es sur des hybrides, donc tu vois tout de suite dans ton viseur si tu vas être correctement exposé ou pas. Donc, on peut aussi finalement travailler de plus en plus facilement avec que des réglages manuels parce qu'on a ce retour qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise après le développement pour se rendre compte que toute la péloche est foirée, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, d'ailleurs, qui bosse en Fuji avec un traitement particulier, est-ce que tu bosses direct en JPEG dans ce traitement-là ou t'attends la Non, je suis post-prod toujours en RAW. Ouais. En RAW. Alors, on commence à bien le comprendre. La vision et la définition de l'instant décisif varient selon les gens, mais aussi selon les disciplines photographiques. On écoute Tristan Chou, photographe de sport spécialisé outdoor, nous parler de son approche. Alors moi, je vais répondre avec mon domaine d'expertise qui est le mouvement, les sports outdoor, etc. Donc cet instant décisif pour moi, c'est le moment où la composition que j'avais imaginée va matcher le mouvement de la performance de l'athlète avec ce moment précis où il faut que je déclenche parce que juste avant, c'est trop tôt, juste après, c'est trop tard. Pour moi, la technique, et ça
c'est pas parce que c'est le numérique ou l'analogique, ça a toujours été le cas. Il faut l'apprendre pour la masteriser, pour l'oublier, pour pouvoir se concentrer justement sur qu'est-ce qui est important, quel est mon sujet, qu'est-ce que je veux raconter, etc. Et donc là, dans le point qui nous intéresse, c'est comment capturer cet instant décisif. Ben, c'est bien là le moment où il faut pas que tu sois en train de chercher dans tes menus comment je fais, quel réglage j'utilise, etc. Il faut que ça soit automatique parce que tu pourras concentrer toute ton énergie, toute ta charge cognitive à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ce moment décisif. Et puis, bah, dans mon cas, ça va être de la compréhension, la communication. C'est-à-dire qu'avant que la tête passe, alors on va illustrer ça par exemple avec tiens, une photo de vélo. Un mec qui descend en VTT sur la montagne, et ben, je veux comprendre avec l'athlète exactement ce qu'il va faire, prédire où il va passer, quelle action va se produire, quel est l'instant qui résume l'action, quel est le pic. Tu vois, si c'est un saut, par exemple, en général, c'est au sommet du saut qu'on va prendre la photo, mais pas forcément, parce que ça peut être le moment où justement l'athlète va attraper la roue, faire un grab, comme on dit dans notre jargon, ou se déhancher d'une certaine manière, où c'est là, à cet instant précis, que ça résume toute l'action, tout le moment, et l'instant décisif, il est là. Il est à ce moment où ben, c'est au sommet de la trajectoire, l'athlète est complètement détendu dans sa position. Pour une photo de VTT, par exemple, ça va être le moment où il sort la jambe sur le côté, et si sa jambe est bien tendue, et ben, ce moment décisif, il faut déjà l'identifier pour pouvoir ensuite essayer d'aller le capturer. Donc c'est ce que je te disais, il y a toute la partie de préparation avant cet instant décisif, identifier vraiment précisément à quel endroit, à quel moment il se situe, pour ensuite l'anticiper pour pouvoir déclencher au bon moment. Et l'anticiper, c'est aussi d'anticiper le cadrage. Dire, bah, s'il se passe ça, ça veut dire que moi, si je veux ma composition en respectant les tiers, en mettant ci, en mettant ça, etc., il doit se trouver à cet instant-là dans l'image. Et bah, comment je fais pour pouvoir déclencher à ce moment précis? Lily, toi qui es dans le même domaine, as-tu des choses à préciser ou à modifier par rapport à la vision qu'a Tristan? Non, je suis assez d'accord. Je pense on exerce dans des domaines qui sont très similaires. Et non, je suis assez d'accord. Le travail en amont est extrêmement important. C'est ce que je disais tout à l'heure, la connaissance du terrain, la connaissance de la discipline et la connaissance de l'athlète également. Tu te fais aider en post-prod ou comment tu bosses et quel temps tu y consacres? Je me fais aider par Lightroom. Contrairement, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'imagine pas forcément quand on fantasme le métier de photographe. On passe énormément de temps en post-production, et c'est aussi pour ça que les rafales, moi, ça me tend parce que s'il y a trop d'images, quoi. Donc vraiment, ta question? Non, je me fais pas aider en post-production. Je la fais moi-même, et j'ai toujours voulu retrouver ce que je trouvais dans l'argentique. Donc j'essaie de travailler quelque chose de pas trop lisse, plutôt d'ajouter du grain, des couleurs assez vives. J'essaie de retrouver des émotions que je pouvais avoir quand j'ouvre le paquet avec les photos quand tu vas les chercher au laboratoire. Voilà, après, il y a des disciplines où on cherche quelque chose de plutôt lisse, plutôt académique ou qui va correspondre à ce qu'on voit dans la presse sportive. Typiquement, je sais que la photo de moto ou les sports mécaniques, ça laisse moins de place à la créativité. On peut y aller, mais c'est vrai qu'on a quand même des attentes en fonction des domaines dans lesquels on exerce, quoi. Mais vu ta démarche, ta recherche a posteriori de grains, de textures, le fait que tu fasses peu de rafales, le GFX, ça t'a pas tenté? C'est peut-être lourd parce Bien que en sûr. escalade, tu vois, tu parles de domaine où le En moindre escalade, mais gramme, en moto, Le ce genre de GFX, choses, dans les non, paddocks. en fait, c'est vrai que c'est assez basique, mais quand on se met sur un boîtier et qu'on commence à le maîtriser et qui nous convient, on va pas forcément se dire je vais aller essayer quelque chose d'autre. Faut que tu parles avec Tristan. Non, mais c'est ça, moi je voulais Et au rebondir GFX, là-dessus parce que
C'est souvent, moi, j'aime bien la technologie, hein, mais c'est ce qu'il raconte est intéressant et c'est un peu aussi le discours que je tiens à mes élèves. Ils voudraient des recettes. En fait, ils voudraient dire comment on apprend à faire ça et comment on le fait. Je dis, moi, je vais vous expliquer ça, comment ça marche, parce que quand vous allez comprendre comment ça marche, vous pourrez vous détacher de la technologie et vous pourrez faire les images que vous voulez, en fait, que vous avez pensé et la technologie ne sera pas un frein. Et donc, à chaque fois, je leur dis, moi, je peux vous expliquer comment moi je fonctionne, mais peut-être que votre appareil photo, cette ergonomie-là vous conviendra pas. Et pendant un moment, tu sais, sur les réflexes, il y avait est-ce que tu utilises le iPhone ou pas? Tu sais, est-ce que tu décorais le déclencheur? J'adorais ce truc-là, Bah le oui. bouton magique, là. Oui, mais tu vois, et en fait, il y avait des gens à qui ça ne convenait pas du tout. Moi, Et j'aimais toi, pas. c'était. Et on pouvait le personnaliser. C'est ça, et c'est vrai que souvent, je leur dis, et c'est de plus en plus vrai, moi je leur dis, téléchargez le manuel de votre boîtier en PDF, parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un manuel d'appareil photo. Le PDF, tu peux faire des recherches textuelles, donc tu vas tout de suite à la bonne page, et ensuite, allez regarder tous les réglages personnalisés pour le faire à votre image, parce que si ce bouton-là appelle cette fonction-là dont vous vous servez jamais, ça va vous saouler, parce que si tu utilises, je sais pas, tout le temps la détection de l'œil quand tu fais des portraits, etc., peut-être que tu vas tout le temps rester en AF continu parce que tu sais que de toute façon ton boîtier va suivre l'œil du personnage, etc. Si tu es sur une autre habitude, tu vas peut-être avoir besoin de recourir plus régulièrement à une autre fonction de ton appareil. Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Lily, merci beaucoup Pascal pour toutes vos explications. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Pascal Brites et Lily Rowe pour parler de l'instant décisif. C'est le moment du débrief qui est présenté cette semaine par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Lily, Pascal, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Facile. Première question pour toi, Pascal. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les origines de la notion d'instant décisif en photographie? Henri Cartier-Bresson, image à la sauvette. On peut faire des phrases. Hein. On est déjà dans le quiz. 30 secondes. Ting, ting. Voilà, c'est ça. Non, le terme le terme a été un peu à cristalliser beaucoup de choses et qu'il est apparu initialement dans le livre d'Henri Cartier-Bresson, Image à la sauvette, que ça vient beaucoup de cette traduction et que derrière c'est un terme qui prête un petit peu à discussion puisque on l'a beaucoup considéré comme étant presque le moteur des images d'Henri Cartier-Bresson et que ça c'est un peu réducteur. Oui, je compléterai très vite en disant tout est exact, que c'est surtout extrait d'une citation qui est en préambule de sa préface, qui est du cardinal de Retz, qui lui parle de moments décisifs, qui a été repris dans la traduction américaine du livre, de Decisive Moment, et qui a fait qu'on a collé cette étiquette sur le nom de Cartier-Bresson, qui lui n'y est en tout cas pour rien, dans l'expression en elle-même, parce que tout le concept, par contre, il l'a plutôt bien théorisé. Lily, qu'est-ce qui pour toi se cache ou est intégré dans cette notion d'instant décisif? Je ne sais pas tellement ce qui se cache. En tout cas, je sais que moi, j'ai un rapport plutôt instinctif à ça. Et aussi que le déclenchement, c'est un peu la dernière étape dans ma pratique de la photo. Disons que tout le travail qu'il y a en amont, il est aussi important, voire plus important que juste le déclenchement qu'on considère être l'instant décisif. Pascal, on a quand même très facilement tendance à associer cette notion d'instant décisif à la photographie d'action, que ce soit du sport ou des scènes animalières, mais on peut tout à fait aussi l'appliquer à d'autres disciplines photographiques. Est-ce que tu pourrais essayer de nous parler des enjeux, par exemple, qui relèvent de l'instant décisif quand on fait de la photographie de paysage? Ah bah, c'est ce à quoi je pensais quand tu as commencé à énoncer ta question. Le rayon de soleil, voilà. Alors, quel est le moment de la journée? Mais en plus, même dans ce moment de la journée, on va avoir
telle position, un rayon de soleil qui va, je sais pas, passer le long d'un bâtiment, tu sais, ce moment où ça te fait un effet d'étoile, où tu as juste une masse lumineuse au fond, le moment où le soleil passe entre deux nuages, et là, tu as la lumière parfaite. Enfin, c'est vraiment la lumière, en fait. Mais même dans le... Enfin, oui, si dans le paysage, pour moi, c'est ça. Et aussi dans cette idée qu'on va fixer sur une image, on a l'impression qu'un paysage, c'est statique. Un paysage, ça bouge beaucoup aussi. Donc, dans les choix des paramètres qu'on va utiliser, je sais pas, un nuage qui bouge, est-ce qu'on va le fixer ou est-ce qu'on va le rendre flou par un long temps de pause? Enfin, voilà, ça aussi, c'est aussi ce qui va être fixé sur l'image, mais est-ce que cet instant est long ou non, en fait? À la façon de Jean-Michel Lenoir, qu'on a souvent reçu, qui lui ne jure que par les filtres ND, les très longs temps de pause. Sinon, on fait du time-lapse. Et time-lapse, c'est en extrait la photo décisive à partir de son cadre, qu'on estime décisive. Mais là, c'est pareil. Tunnel de post-production en vue. Lily, l'instant décisif en portrait, ça pourrait être quoi? Capturer l'émotion. Donc, c'est attendre le bon moment. Et c'est pas forcément ce qu'on imagine, même c'est ce que tu disais tout à l'heure. Un bon portrait, c'est pas forcément le sourire figé, ça peut être la mèche dans le vent ou qui passe devant le visage. C'est vraiment capturer l'émotion. Et c'est pas forcément net. On en a parlé aussi. Non, clairement. Pascal, en quoi les technologies modernes rebattent un peu les cartes de l'instant décisif au moment du déclenchement de la photo? Parce que les technologies permettent de multiplier les images et de faire en sorte que l'image existe, en fait. Quand auparavant, il fallait avoir déclenché au bon moment, et puis bon, on parle du déclenchement, mais il y avait beaucoup d'autres paramètres qui pouvaient faire que on n'était pas capable d'avoir saisi cet instant. Donc là, les technologies permettent, c'est un peu des garde-fous, si tu veux. Tu t'enclenches ta rafale, ton prédéclenchement, ton machin, ton autofocus continu, et tu te dis, dans le lot, elle va exister, la photo que je voulais avoir faite. Lily, comment est-ce que tu utilises quand tu fais de la photo de sport, par exemple, l'autofocus, la rafale et ce fameux prédéclenchement sur ton Fujifilm X-H2S? Moi, j'utilise pas le prédéclenchement. Et j'utilise la rafale et l'autofocus continu, surtout sur des sports mécaniques ou des sports où la vitesse est importante. Et ensuite, j'aime bien justement pas être en rafale pour certains sports qui ne le nécessitent pas. Pour terminer, Pascal, quels conseils tu pourrais donner d'ordre général pour s'améliorer sur cette question d'instant décisif sur le terrain, pour s'aguerrir peut-être? Pas forcément des réglages de boîtier. Non, de pratiquer. En fait, de ne pas attendre qu'il y ait un événement particulièrement important, ou c'est d'accepter que on s'entraîne sur tout et n'importe quoi pour se sentir plus à l'aise, parce que quand tous les éléments seront réunis pour la photo parfaite, si on ne s'est pas entraîné, on va la rater. Et puis inspirez-vous, regardez des comptes Insta comme celui de Lily, ou lisez des livres comme Images à la sauvette. Oui, et puis pas que de photographie. Pas que de photographie. Et c'est vraiment Regardez des important, films aussi. en fait. Ah Les oui, non, films, bien la sûr. peinture, Allez voir les expos. Enfin, tout doit être source d'inspiration. Tout à fait. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Lily, Pascal, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oh là là. Oui. Première question pour toi, Pascal, qui nous vient d'un dénommé Étienne. C'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. C'est très subjectif, non, l'instant décisif? Alors oui, tout à fait, parce que à partir du moment où on est sur une appréciation esthétique, elle est subjective. Après, parfois on peut dire après l'heure, c'est plus l'heure. Donc il y a des choses qui sont pas si subjectives que ça. Si tu veux, après le feu d'artifice, il y a plus de feu d'artifice. Après le coucher de soleil, il y a plus de soleil. Donc
forcément, il y a une part de subjectivité, mais on peut pas dire que ça n'est que subjectif. Heureusement, il y a le prédéclenchement. Deuxième question d'un dénommé Romain pour toi, Lily. Et on sent que Romain regarde Roland-Garros en ce moment. C'est quoi l'instant décisif d'une scène de sport type tennis? Honnêtement, j'aimerais aller à contresens de ce qu'on Vas-y. m'attend. Ça peut être la douleur sur un visage ou la déception ou la joie. On a quand même souvent en tête ces cadrages un peu classiques qu'on voit tous les ans, le service, les scènes de célébration, les choses comme ça. Enfin, Ouais, je repense à la photo de Djokovic prise par Frank Seguin à Roland-Garros, qui avait fait la une du quotidien, qu'il avait prise avec un objectif 100-300. Donc, la photo de tennis idéale, elle n'est pas forcément pendant le jeu, pendant la tension de l'événement, mais elle peut être sur le relâchement aussi d'un athlète qui a attendu des années un titre ou autre, et son émotion va justement exploser à ce moment-là. Pascal, il y a Célia qui se fait une réflexion. Mon appareil met 2-3 secondes à s'allumer. C'est pas très instant décisif, compatible. Bah, tout dépend, parce que et si on en revient à Cartier-Bresson, en fait, il raconte aussi. Non, mais C'est le parce- tranquille. c'était un peu Pauvre le thème Henri. de l'émission. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il raconte aussi comme ça commence par le choix d'un endroit, le choix d'un cadre. Enfin, on l'a dit, il a commencé comme peintre, et donc il y a vraiment cette notion de graphisme dans les images. Donc le boîtier met 2 secondes à s'allumer, mais en même temps, est-ce que il faut que le boîtier s'allume qu'on déclenche que parfois l'instant décisif, c'est le moment qu'on a choisi, on a attendu que tout soit réuni pour pouvoir déclencher. Oui, c'est savoir attendre, c'est la géométrie, Jean-Christophe l'a rappelé, la composition, la géométrie. Et il fait une analogie avec la pêche, et il disait un pêcheur ne doit jamais remuer l'eau avant de lancer la ligne. Ça suppose d'être présent, de se faire discret. Bon, bref, on pourrait raconter beaucoup de choses. Je me tais à nouveau, pardon. Quatrième question pour toi, Lily, qui nous vient d'un dénommé Guillaume. Est-ce qu'on capte mieux les choses au viseur ou sur l'écran arrière de l'appareil? Excellente question. Come on. Guillaume, c'est ça? Ouais. Non, Guillaume, dans le viseur. Ah, même quand tu es sur la paroi viseur? Ouais. Et tu gardes les 2 yeux ouverts ou pas? Non. Ah, seul donc, œil. donc tu sais pas ce qui peut se passer, ce qui peut Bah, rentrer je vois à dans travers le viseur. Ouais, mais tu sais pas ce qui peut rentrer dans le cadre ou pas. Bah si, à travers le viseur. Enfin, je sais déjà comment je vais cadrer, quoi. Je le fais Ouais, pas... Même sur un skate, BMX. Ouais. Bon, la seule problématique, c'est qu'on peut se prendre un skate, quoi. Ouais, c'est pas... Bon, Ouais, c'est pas- faut savoir aimer vivre dangereusement. Voilà, ou travailler au 200 mm, comme ça il y a quand même un petit peu moins de risques. Très bien, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Adressée à toutes les deux, évidemment. Quel instant que vous avez loupé est-ce que vous aimeriez revivre photographiquement? Pascal, pour commencer. Tu me poses C'est une une colle. question qui tue. C'est le principe de question qui tue. C'est dégueulasse, ça arrive après 2 heures d'émission. Ouais. Et on est cool avec Lily parce qu'elle a le temps de Ouais, puis réfléchir. tu sais, là. moi, je vis pas trop. Je vis pas trop dans le regret, en fait. Donc, j'avoue que sans doute que j'y ai pensé, à des moments, mais que ça me hante pas. Donc voilà, c'est pas un truc qui me hante. Moi, j'ai hâte de la prochaine photo que je vais faire. Et j'ai pas le regret de celle que j'ai pas faite. Aucune n'a mis ma vie en péril, quoi. Et je relance pour Lily. Ouais, je vais pas être très originale sur ce coup-là, honnêtement, non. Je suis pas dans le regret non plus. Bon, ça m'arrive de râler un petit peu, mais généralement, en fait, comme je suis beaucoup en mécanique et tout, enfin, pas en automatique, en manuel, je sais que je vais prendre le temps de le refaire plusieurs fois. Donc, c'est plus que je le fais jusqu'à ce que je l'ai. Voilà. Super jingle, en tout cas. So be it.
Voilà désormais à la fin de cette émission. Lily, Pascal, c'était un plaisir de vous recevoir à nos micros pour parler de ce sujet ô combien théorique et philosophique autour de l'instant décisif en photographie. Quelles sont vos actualités respectives? Pascal, pour commencer, le bouquin, on en a parlé en début d'émission. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, j'ai toujours mon activité de presse régulière. Donc là... c'est sans cesse, ça, voilà. Il y a un numéro de réponse photo qui a été bouclé, qui va sortir là prochainement sur la photographie de paysage. J'ai des tests dedans, mais aussi quelques papiers sur un peu de technique en paysage et notamment l'usage des longues focales en paysage. Là, je viens de terminer un article que j'ai rendu pour Profession Photographe qui sortira le mois prochain sur l'encadrement en photographie. Et après, la suite de mes actualités, c'est que ça va être l'été que je vais m'octroyer quelques vacances. Lily, ton actualité? Alors moi, mon actualité, elle dépend beaucoup des programmes des athlètes, des compétitions. Donc, on a de l'escalade, du parapente, de la moto. Et aussi, moi, je suis réalisatrice, donc je suis sur des documentaires dans ces domaines, On n'a pas assez parlé de l'instant décisif en vidéo. On refait un podcast? On te donne rendez-vous. On refera une émission là-dessus. Merci à toutes les deux en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. La semaine prochaine, à l'approche de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, on vous propose une grande masterclass consacrée à la photo de foot avec la photographe Lorraine Valroff. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par les appareils photo hybrides Fujifilm série X, où la technologie se met au service de l'instant décisif. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO et faites aussi un peu de photos.